et à tous. Ça fait longtemps que c'est partout en Facebook Live. Ravi de vous revoir en cette veille du week-end de l'Ascension pour ceux qui auront la chance de faire le pont. Effectivement, j'ai la chance de recevoir et toute la journée depuis ce matin François de Rugy, donc ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale, député également, et puis conseiller régional, alors pas à mes côtés parce qu'on est chacun conseiller régional dans le même mouvement politique Renaissance, mais chacun dans nos régions, mais par contre ça nous permet aussi d'avoir des échanges inter-régions sur des enjeux parfois communs. Et je le remercie beaucoup d'avoir passé cette journée à Nevers. On avait décidé de caler ça depuis un petit moment, il fallait trouver le temps sur nos enjeux, évidemment dans son domaine de prédilection qui est l'écologie, les transformations énergétiques, liées au numérique aussi. Enfin, beaucoup de sujets qu'il maîtrise très bien. Et pour moi, c'est important pour les projets qu'on mène à la ville de Nevers d'avoir son expertise et son avis. Et puis, beaucoup d'autres choses à partager, mais une journée ne suffirait pas. Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Il devra nous quitter un temps pendant le Facebook Live, puisqu'il doit prendre son train. Mais merci à lui de jouer le jeu. Il était prévu depuis longtemps et c'est un peu l'invité, entre guillemets, surprise. Je vous propose qu'on consacre le début de ce Facebook Live au projet qui concerne davantage la thématique de prédilection qu'est l'écologie qu'il a portée au niveau gouvernemental. Et puis on abordera les sujets après, plus neversois évidemment, ensemble. Merci. Alors, Monsieur de Rugy, Monsieur le ministre, vous avez visité aujourd'hui quelques installations que Nevers et son agglomération ont mis en place pour préserver l'eau. En tant qu'ancien ministre à l'écologie, qu'en avez-vous pensé ? J'ai été très intéressé par d'abord la qualité des investissements. Quand je vois la station de pompage pour garantir la sécurité d'approvisionnement en eau potable de tous les habitants, et c'est extrêmement important. Je crois qu'on a plus conscience aujourd'hui du caractère vital de cet enjeu, alors qu'il y a quelques années, quand j'étais ministre, on pensait que c'était une évidence. L'eau coule du robinet, il n'y a pas besoin de se poser la question. Aujourd'hui, les collectivités qui ont investi peuvent garantir à leurs habitants le fait qu'ils ne seront pas privés d'eau potable, c'est quand même vital. Mais au-delà de ça, une innovation sur le traitement des eaux usées, par exemple, le fait de faire appel à ce qu'on appelle la biosurveillance, le biocontrôle, c'est-à-dire utiliser des petites bêtes qui sont dans nos fleuves, dans nos rivières, pour vérifier que l'eau, une fois passée dans la station d'épuration, peut retourner à la Loire de façon totalement neutre pour l'environnement, sans pollution. Et puis sur bien d'autres sujets aussi, beaucoup d'innovation dans cette ville de Nevers. Et donc c'est toujours très intéressant. Merci. Oui, alors innovation, Monsieur Thuriot, vous pouvez peut-être nous parler de quelques innovations qui ont été mises en place avec Nevers Agglomération, notamment pour l'eau ? Oui, sur l'eau, effectivement, moi j'ai toujours dit l'innovation, pour l'innovation, ça n'a pas d'intérêt. L'innovation, elle est au service de nos habitants, des hommes et des femmes, et puis elle est au service aussi de nos projets plus larges, et notamment en matière de développement durable. Je rappellerai le label numérique responsable, nous sommes la première ville à l'avoir reçu, et l'idée c'est vraiment de symboliser à la fois notre intérêt pour le progrès technologique à partir du moment où il est intelligent, dans le cadre du déploiement du territoire intelligent, et puis aussi le respect de l'environnement, sans avoir une étiquette écologique absolue. J'ai toujours dit, pour moi, ça fait plus partie de l'éducation que de la politique. Donc je pense que depuis 2014, on a fait beaucoup de progrès. Un objectif aussi d'arriver à peu près à 32 000 arbres sur le territoire de la ville de Nevers, ce qui est aussi effectivement une grande ambition. Alors on recherche des zones de fraîcheur, on en a déjà beaucoup, mais on peut encore faire plus. C'est ce qu'on est en train de mener dans le cadre aussi de la 4e fleur, du prix d'aménagement paysager. Donc c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de reconnaissances de ces prix à la fois environnementaux quelque part et aussi technologiques, notamment avec le groupe Lacroix-Sofrel. Et le groupe Lacroix-Sofrel n'a pas travaillé pour nous pour faire une application, un dispositif notamment d'intelligence artificielle pour mieux gérer les fuites d'eau. Nous l'avons travaillé avec nos services de l'agglomération aussi, qui l'ont co-construit. Donc c'est à souligner parce que c'est pas évident, et c'est vrai qu'on a un service de l'eau et de l'assainissement notamment qui est effectivement porteur de beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il n'y a pas que ce service-là, je salue les autres aussi, mais je remercie parce que ça peut montrer aussi qu'en collectivité, on a de l'intelligence qui est pas artificielle, qui est bien réelle. Et donc voilà, on a eu un prix par ce biais-là pour un dispositif de distribution d'eau efficient, sans perte, pas loin de 90%, on va y arriver, hein, entre 85 et 90%, ce qui est quand même très performant. Je pense que François de Rugy peut le confirmer, on ne trouve pas ça partout. Donc tant mieux, parce qu'aujourd'hui, l'eau de l'hiver doit être l'eau de l'été, pardon, comme je le dis. Et effectivement, demain, mais c'est aujourd'hui, on ne doit plus perdre une seule goutte d'eau. J'ai
co-présenté avec la ministre hier, Bérangère Couillard, le plan du président de la République, et il faut que chacun s'en empare parce que la mise en pratique, elle passera par les collectivités, par les agences de l'eau aussi, mais par les dispositifs et les compétences que sont en train de prendre certaines intercommunalités qui n'ont pas. Nous, on a la chance, et je le dis très objectivement, d'avoir une politique de l'eau depuis de nombreuses années, ce qui nous aide bien à apporter l'évolution de ces choses. Et c'est vrai que ce dispositif de maîtrise des fuites d'eau a reçu un prix au Festival de Cannes, alors au Palais des Festivals, parce que le Festival de Cannes c'est en ce moment, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, également au CES de Las Vegas, également au CIVIM, donc voilà, pour nous c'est une fierté. On a aussi démontré l'intérêt des filets pour récupérer les déchets qui évitent de tomber dans la Loire ou dans le ventre des poissons et qui saccagent la faune et la flore. Donc ça aussi, c'est des tonnes. Ce sont des tonnes qu'on récupère. Et j'ai envie de vous dire, si chacun fait un effort, ces filets, un jour, il faut qu'ils ne récupèrent plus rien. Et là, ça sera bon signe. Ça veut dire qu'on n'évacue plus par ce biais-là des déchets. Donc il faut absolument qu'on arrive à le maintenir. Et puis, on a beaucoup de choses sur l'inondation, mais je ne vais pas forcément parler aujourd'hui. On a aussi beaucoup de projets d'aménagement autour du ruissellement. Ça va passer aussi par l'aménagement de la future zone piétonne, et pas que piétonne de centre-ville, et des caniveaux traités différemment qui vont permettre de récupérer l'eau et de la retraiter, de la récupérer. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses qui sont déjà mises en place ou qui vont être mises en place. Et comme François l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a de belles choses qui se font un peu partout dans les territoires, mais nous ne sommes pas en reste, et j'en suis fier, et je remercie les élus et les services qui travaillent à nos côtés. Oui, alors on parle aussi, je crois, de la désimperméabilisation des sols, qui est aussi importante à Nevers et son agglomération. Aussi ramener la végétation en ville, il me semble que c'est aussi la politique d'Anne Wozniak, son souhait, votre élu à l'environnement, à l'urbanisme. Voilà. Donc on sent qu'il y a une vraie dynamique à Nevers qui s'est installée en ce sens, en tout cas. Et vous ne la voyez pas, mais elle est là, donc je vais dire qu'effectivement, je vais la remercier de son accompagnement. La 4e fleur, c'est aussi une initiative qu'elle nous avait proposée. Donc bien sûr qu'on mène beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours dit, les bonnes personnes aux bonnes places. Anne Wozniak, qui est architecte paysagiste, elle est très sensibilisée, effectivement, au monde de la nature, mais au monde de l'urbain, parce qu'il faut tout concilier. Et ça fait un moment, hein, même avant le Fonds vert, aujourd'hui, qui nous aide bien, même avant d'autres dispositifs, qu'on avait volontairement pratiqué une politique de la nature en ville, et notamment de désimperméabiliser certains parkings, par exemple, certains aménagements, évidemment toute la zone piétonne qu'on travaille. Et puis la 4e fleur, qui est une fierté, puisqu'il y a moins de 400 communes qui l'ont, sur 34 000, et notamment souvent des plus petites villes. Et on a eu le prix d'aménagement paysager cette année. Donc voilà, on progresse, on avance. Je pense qu'on n'est pas en reste sur les zones de fraîcheur. On plante aussi des micro-forêts, mais on doit encore aller plus loin. Et je l'ai dit, un objectif de 32 000 arbres. On peut y arriver. On a une politique de plantation. Je l'indique aussi, et je sais que ça fait toujours polémique, malheureusement, nous allons devoir abattre prochainement, avant la fête foraine, 5 arbres dans le parc Roger-Salingro. On ne fait pas de gaieté de cœur, ce sont des arbres malades, ce sont des arbres qui peuvent tomber, ce sont des risques. Par contre, quand on enlève un arbre, on en plante beaucoup plus, donc ce sont les arbres de demain aussi. Et un arbre, c'est comme un être humain, ça a une durée de vie parfois, ça a des maladies aussi, et donc on doit le traiter. Donc voilà, on s'en excuse, mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Très bien, merci. Alors on peut peut-être aussi repréciser qu'actuellement se déroule l'Atlas de la biodiversité. Donc les gens peuvent avoir tout le programme sur le site de la ville de Nevers. Ils peuvent s'inscrire à différents ateliers qui sont encore là pour 8 mois. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui était attendu. Alors on va parler d'autres sujets, peut-être un point sur la sécurité, monsieur le maire. Oui, mais je me permets de reposer une question à François de Rugy, parce que je sais aussi, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, sur les énergies renouvelables. Je sais que c'est aussi son domaine et qu'il a de l'expertise. Donc vous le savez, on a des enjeux autour du photovoltaïque, de l'éolien un peu moins, parce qu'on n'est pas vraiment un couloir sur l'agglomération, mais il y a d'autres parties du département. J'ai envie de dire à François, il y a à la fois une envie, une attente, puis à la fois, quand on veut en faire, c'est compliqué pour nos habitants. Ils veulent bien en faire, mais des fois pas à côté de chez eux, ailleurs. On a la problématique aussi dans un patrimoine historique tel que l'on connaît à Nevers centre-ville, c'est comment faire du photovoltaïque et que ça soit validé, notamment par l'architecte des bâtiments de France, parce que c'est un peu injuste de pénaliser les gens qui sont dans le secteur historique et qui veulent faire des efforts. Donc je sais pas, je voulais lui demander un peu comment il voyait les choses et comment harmoniser tout cela. Bon, sur l'aspect protection du patrimoine, c'est vrai que les architectes des bâtiments de France veillent au grain, en général, de façon assez stricte. Bon,
pourrait discuter à l'infini de savoir si esthétiquement ça pose vraiment un problème sur les toitures de maisons qui peut-être n'ont pas elles-mêmes d'ailleurs un intérêt patrimonial particulier, mais qui sont simplement dans la zone des 500 mètres d'un bâtiment historique. C'est sûr que c'est un petit peu plus complexe sur ces habitations, ces constructions. En revanche, il y a une loi qui a été votée il y a peu de temps, qui s'appelle Accélération justement du développement des énergies renouvelables et qui a mis la priorité pour les panneaux photovoltaïques sur tout ce qui est bâtiments, on va dire de stockage, de logistique, tous ces grands hangars que l'on voit souvent à la périphérie de nos villes, qui ont des grandes surfaces de toiture et qui donc peuvent être rénovés avec des toitures photovoltaïques qui vont donc produire de l'électricité en quantité assez importante. Et aussi les parkings. Et ça, je pense que dans tous nos territoires, dans toutes nos villes, il y a toujours des surfaces de parking, notamment pour les supermarchés, par exemple, qui peuvent être couvertes totalement ou partiellement par des panneaux solaires photovoltaïques qui vont avoir le double intérêt de produire de l'électricité, de contribuer à l'autonomie énergétique de la France, au fait d'avoir une électricité renouvelable, décarbonée, mais aussi de protéger les surfaces de parking. On se plaint parfois de la sécheresse, mais il y a d'autres moments où on se plaint parfois de la pluie, des mauvaises conditions météo, et quand on vient garer sa voiture sur un parking, on peut être content d'être à l'abri quand on vient faire ses courses. Et puis en plus, ça va permettre d'alimenter indirectement des bornes de recharge pour les véhicules électriques qui déjà aujourd'hui se développent et seront de plus en plus nombreux demain. Donc ça, je pense que tout le monde peut retenir que c'est vraiment un axe de développement extrêmement important pour les panneaux solaires photovoltaïques. Et puis les particuliers ont aussi la possibilité d'en faire sur leur maison quand ils ne sont pas en secteur sauvegardé. Et il faut le rappeler, il y a des aides de l'État et il y a aussi la capacité aujourd'hui à consommer l'électricité que l'on produit. Et puis le surplus, on peut le revendre et donc économiquement, c'est valable puisque ces installations sont très très durables et très solides. Merci. Géothermie aussi, gestion des forces hydrauliques, micro-hydroélectricité. Est-ce que c'est aussi des thématiques qu'on doit plus porter, parce qu'on a tendance à réserver ça souvent à la montagne ou autre, comme on voit aussi au Canada, où il y a beaucoup effectivement de forces hydrauliques qui permettent de produire leur propre électricité sous cette forme-là. Moi, j'étais un peu parti en réfléchissant, évidemment, sur un plan départemental, sur de la petite micro-hydroélectricité. Mais alors, il faut trouver aussi un modèle économique, parce que c'est des investissements forts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a souvent le sujet du modèle économique, mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment changé de vision sur la production d'électricité en France et l'énergie en général. Pendant longtemps, on était un peu dans l'idée qu'il y avait un seul mode de production qui permettait de tout régler. De fait, en France, on avait beaucoup développé l'énergie nucléaire, ce qui a l'avantage de produire de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Mais on voit aujourd'hui que s'il y a un problème sur plusieurs centrales nucléaires en même temps, ça peut nous mettre en difficulté. Donc c'est l'intérêt de la France et des Français de développer vraiment une très grande diversité de moyens de production d'électricité et de façon très décentralisée. Ce qui est nouveau pour un pays comme la France, mais ce qui se développe déjà beaucoup et va se développer demain de plus en plus, avec aussi le caractère intelligent des réseaux d'électricité, un peu comme ce qui était présenté tout à l'heure sur l'eau. Mais en fait, c'est un peu la même chose sur les réseaux d'électricité. Donc on est capable aujourd'hui de gérer de façon très intelligente des réseaux d'électricité sur lesquels il y a à la fois bien sûr de la consommation mais aussi de la production. Et à ce moment-là, entre l'éolien, le solaire, en effet de la petite hydroélectricité à tel endroit, d'autres modes de production à d'autres endroits, on aura la capacité à satisfaire nos besoins et à le faire avec un impact écologique le plus faible possible. Mais on a aussi d'autres sujets, on en a parlé ce matin à la station d'épuration, c'est la méthanisation, c'est-à-dire la capacité à produire du gaz renouvelable à partir soit des boues de stations d'épuration, soit les déchets ménagers. À partir de 2024, il faudra trier de façon séparée les déchets putrescibles, comme on dit, c'est-à-dire les épluchures, tout ce qui pourra être demain soit composté, soit méthanisé. Et ce sera aussi une ressource énergétique renouvelable produite sur nos territoires.
Alors, on a un internaute qui nous demande, qui a une question. Il nous le dit, les mesures écologiques en termes d'habitation sont-elles prévues pour les habitations style HLM, qui sont des vrais passoires énergétiques? Tu veux répondre? Vas-y. Il y a des choses au niveau national et puis il y a des choses qui sont faites à l'échelle de chaque office HLM, soit office public, soit société anonyme de HLM. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de belles réalisations. Moi, je crois qu'il faut aussi dire ce qui va bien, parce que parfois on souligne ce qui va mal et il peut y avoir parfois des immeubles des années 50, 60, 70 qui sont en effet des passoires thermiques, qui sont un peu dégradés et sur les habitants sont en attente de travaux d'isolation et puis on pourrait dire d'amélioration tout simplement des logements. Mais il y a des belles réalisations qui montrent que c'est possible, que ça permet de réduire les charges des locataires. Donc en plus d'un bénéfice écologique, il y a un bénéfice social pour les habitants. Il y a des budgets nationaux pour cela. Il y a des prêts à long terme et à taux assez maîtrisés pour que les collectivités locales, avec leurs offices HLM, puissent financer cela. Après, je pense que je laisse le maire de Nevers parler de ce qui se fait ici à Nevers. Il y a effectivement des compléments locaux, et donc il y a aussi l'accompagnement qu'on porte auprès des bailleurs sociaux. Je dois saluer leur politique, et notamment Nièvre Habitat, qui est le plus investi sur notre territoire, qui a notamment rénové beaucoup de ces bâtiments qui n'étaient plus habitables, avec des coûts de l'énergie qui étaient supérieurs aux coûts des loyers, notamment, je pense au quartier de la Barade-Courly. Il y a aussi des enjeux sur notre projet en rue renouvellement urbain du quartier du Banlay, où il y a beaucoup d'habitats collectifs. Même si on a déconstruit, vous allez voir, d'autres immeubles vont tomber qui n'étaient plus dans les normes du 21e siècle. Mais pour ce qui peut être rénové, soit par des isolations extérieures, soit par l'intérieur. Et puis encore une fois, pour le coup, réseau de chaleur. Alors je vous le dis, les travaux du réseau de chaleur ont repris sur le secteur Coubertin et bord de Loire. Ils n'ont pas repris place Carnot, puisqu'il y a des fouilles archéologiques, sans doute en septembre, mais il y aura à nouveau des gènes nécessaires, mais à la fois c'est pour la bonne cause, c'est pour relier des bâtiments comme le tribunal, la mairie, et donc diminuer la facture énergétique, ce qui jouera forcément aussi sur les latitudes des collectivités, notamment sur les taux d'imposition. Donc vous voyez que ça sera à la fois des travaux gênants, mais à la fois des travaux nécessaires pour un réseau qui sera assez exemplaire de plus de 44 kilomètres. Pour en revenir à l'eau, j'ai oublié de citer un chiffre, mais notre dispositif de gestion des économies de l'eau, c'est 200 000 mètres cubes par an que nous ne perdons plus dans la nature, qui parfois la récupère et qui parfois ne la récupère pas. Donc voilà, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut être dans la sobriété tout en ayant de l'ambition d'essayer de continuer de porter nos politiques publiques, et notamment celle de l'eau, qui va prendre une envergure de plus en plus majeure. Avant, l'eau, on n'y pensait pas, elle coulait toute seule, elle va couler de moins en moins toute seule. C'est le prix de l'eau, le coût de l'eau. Si paye-t-on le prix de l'eau, ce qu'elle vaut? C'est une vraie question, même si on a des aides aussi pour ceux qui sont plus démunis et qui ont plus de difficultés à payer leur facture d'eau, et notamment la Nevers Agglomération, le pass eau. Mais voilà, il y a un vrai enjeu, et donc à chacun de nous de faire des efforts. Ça sera... et quelque part, il y a un illogisme économique, parce que l'agglomération porte l'eau et a besoin d'en vendre, mais on est tout à fait conscient que si on en vend moins, on sera très heureux, parce que ça veut dire qu'il y aura une sobriété et que l'eau va devenir un bien rare, et plus le bien est rare, plus il est coûteux, plus il est cher. Donc devançons les difficultés. Comme nous parlons d'économie d'énergie, de chauffage, voilà, peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur le réseau de chaleur? Oui, je l'ai déjà abordé. Donc on a une ambition de passer de 32-34 km à une dizaine de kilomètres en plus. Donc on va être à plus de 44 km sur les territoires de Nevers et de son agglomération. C'est un plus, et je pense que ceux qui en bénéficient aujourd'hui le voient sur leur facture énergétique, ils nous le disent. Je rappelle que le principe, c'est de se chauffer avec le brûlage des déchets, plus une chaufferie biomasse. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui récupérer la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. On est aussi sur la création d'un data center à proximité de la piscine d'agglomération, l'Aquabalt, qui permettrait de chauffer, non pas les bassins, ils sont déjà sur le réseau de chaleur, mais qui permettrait de chauffer les bureaux, puisqu'on a le service culture, le service sport, ce qui permettrait de chauffer aussi le volume important d'une piscine intérieure, hormis les bassins. Donc vous voyez, on est à la recherche aujourd'hui de solutions innovantes, mais finalement quelque part de solutions logiques. Peut-on encore perdre de l'eau? Non.
Comment récupérer au maximum la chaleur? Si en période de sécheresse ou de canicule, on pourrait récupérer la chaleur extérieure aussi pour l'hiver, ça serait fantastique. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est de l'utopie, mais peut-être qu'un jour ça sera de la réalité. Enfin voilà, en tout cas c'est cet esprit qu'on doit avoir, comment gérer au mieux les ressources naturelles, les préserver, en prendre soin, les conserver et puis évidemment les recycler, donc les réutiliser. Merci. Vous souhaitez aborder un point sécurité? Moi, je souhaite rien aborder. Je souhaite aborder ce que les gens veulent aborder. Mais voilà, je voulais en tout cas, emmener nos concitoyens, comme le font tous les maires, sur vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de logiciel. C'est pas pour les brimer, c'est pour justement éviter qu'on soit trop en période de pénurie, où là on sera tous brimés parce que ce sera l'urgence qui l'imposera, mais puis on prendra des mesures en amont, et on le fait déjà à la ville de Nevers, parce que j'avais dit objectif 32 000 arbres en 2026, mais je reprends mes chiffres. On a déminéralisé à la ville de Nevers, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, pratiquement 4 hectares depuis 2014. Donc c'est quand même important pour rapport au périmètre d'une ville médiane. Et dorénavant, tous les travaux de voirie sont accompagnés d'un travail sur leur déminéralisation. Ça veut dire quoi aussi? Je le dis gentiment, ça veut dire accepter la nature en ville. Accepter la petite herbe qui pousse. Et autant vous dire qu'effectivement, on a des services d'entretien, parce que ça ne peut pas être la savane non plus. Mais le mode tout doit être géré à la passe à épiler, c'est fini. Et on ne peut pas à la fois dire on respecte la nature, on respecte la planète et exiger qu'il n'y ait rien qui dépasse, si je puis dire. Et puis ça a un côté un peu sympathique. Et je le rappelle gentiment aussi à chacun d'entretenir ses trottoirs, c'est comme la neige. Et puis évidemment, la ville de Nevers est là pour compléter. Mais encore une fois, on a toujours de plus en plus de nature en ville. Et vous en verrez d'ailleurs dans la zone piétonne. On vous conviera bientôt à choisir notamment le revêtement de sol et les pierres que nous pourrons vous proposer. Et c'est normal, c'est un projet implicatif. À nouveau une question sur ce qui est du recyclage et notamment le compost. Une personne nous demande si la ville va mettre des composts dans des cantines scolaires, dans le primaire notamment. Alors je ne sais pas François si ça se développe beaucoup, mais évidemment qu'on est sur les composteurs. Je ne sais pas si tu as un retour d'expérience de ton côté. Il y a eu beaucoup de collectivités qui ont même été jusqu'à fournir ou subventionner l'acquisition de composteurs individuels pour les gens qui vivent en maison. Après, pour les habitants d'immeubles, c'est évidemment un petit peu plus compliqué à gérer. Donc parfois, il y a des composteurs collectifs qui sont installés sur l'espace public. Ça demande de l'accompagnement, parce que si c'est fait comme ça, soit ça ne marche pas, soit il peut y avoir des problèmes de propreté. Mais si c'est accompagné, porté par des associations, des groupes d'habitants, ça donne souvent de bons résultats. Après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux composter certains déchets alimentaires, par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des méthaniseurs? Bon, ça, c'est après, à part une analyse à la fois des besoins, mais aussi des opportunités, des ressources dont on dispose. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus intelligent que de faire ce qu'on faisait à une époque, qui était de tout mélanger, tous les déchets ensemble, et de mettre ça dans des décharges qui dégradaient durablement la nature, et on se privait de ressources. Et que là, c'est quand même une ressource pour ensuite soit faire de l'engrais pour son jardin, soit pour les collectivités locales, pour les jardins publics, soit même pour les agriculteurs. Et puis, si on arrive à les mettre dans des méthaniseurs, il faut une certaine quantité, eh bien, ça permet de produire du gaz renouvelable. Oui, j'ajouterais d'ailleurs, pour ce qui est de la partie alimentaire, que notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus de gaspillage. Et c'est ce que porte aussi la présidente de la Cuisine des Saveurs, avec ses équipes, Amandine Bougila, adjointe et vice-présidente de l'agglomération. C'est comment au mieux gérer les commandes, et notamment les commandes en circuit court, dans la mesure où on peut le faire, parfois aussi en bio, même s'il ne faut pas rêver, on ne peut pas faire 100% de bio, faute d'avoir une production suffisante derrière, mais on fait le maximum là-dessus. Et puis, c'est comment, et c'est pour ça qu'on vous demande d'anticiper vos réservations dans les écoles. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire que plus on sait tôt la quantité dont on aura besoin, moins il y aura de gaspillage, moins il y aura de gâchis, même si parfois, je prends l'exemple des courses La Louque, où il restait 20 kilos de pâtes aux truffes ou à autres. Bon, on a essayé de trouver une solution pour les donner. Il y a des règles sanitaires par rapport aux écoles, mais pour les donner au Resto du Cœur, au Prado, etc. Il est évident qu'on ne doit pas perdre la nourriture quand certaines personnes ont du mal à l'acquérir. Et plus largement sur le compost, on a la solution depuis longtemps pour les particuliers qui ont des jardins. On vend
à des prix très attractifs à l'agglomération des composteurs. On a des composteurs qui sont parfois innovants, qui sont créés aussi par des sociétés. On a un composteur naturel et animal qui s'appelle Adopte un bec. On peut adopter une paire de poules pour consommer justement parfois les surplus qui ne sont pas consommables par l'homme. Et puis, j'ai trouvé la solution pour l'habitat collectif. Je suis fier de le dire parce que c'est grâce à notre collègue François Vincent Chauvet, le maire d'Autun. On était en visite il n'y a pas longtemps avec le maire de Vesoul dans sa ville, Alain Chrétien. Et lui a installé des composteurs collectifs au pied d'immeubles. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'est compliqué de mettre quand on est en appartement un composteur. Ben là, c'est la solution. Disons que chacun joue le jeu et s'en sert pas de dépôt d'ordures. On voit ça par exemple sur les bacs à verre parfois. Mais donc on va partir là-dessus. Et j'ai demandé à Anne Wozniak de travailler ce point-là pour proposer des composteurs de pied d'immeuble qui soient accessibles à tous, comme on le fait parfois sur les petits jardins partagés en pied d'immeuble aussi, qu'on peut proposer à des gens qui n'ont pas de terrain. Donc voilà, aujourd'hui, l'innovation, elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas que technologique ou digitale, elle est aussi de trouver des solutions pour tous. Alors un internaute nous demande où en est-on dans les bus électriques ? Où en est ce projet ? Alors on a tout testé, hein, bus électrique, bus mix, hybride, bus GNV. Le bus électrique, on a déjà la navette Bolloré-Nevers, hein, qui est pour l'instant gratuite, hein, la Courcinelle. Après, effectivement, ça fonctionne. On est un terrain, alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques montées, mais on me dit quand même que c'est compatible. Nevers n'est pas tout à fait plat. Après, c'est les surcoûts. Et malgré toute la bonne volonté, on est aussi contraint par nos budgets. Et aujourd'hui, l'acquisition d'un bus électrique, d'un grand bus électrique, est quand même d'un surcoût très important par rapport à un bus classique. Notre objectif sur la quarantaine de bus dont on est propriétaire et qu'on met à disposition de Keolis, c'est peut-être partir sur davantage de mix énergétique plutôt qu'une seule solution, ce qui me paraît risqué aujourd'hui alors que beaucoup de technologies évoluent. Il y a l'hydrogène aussi qui peut arriver sur les grands véhicules qui semblent assez appropriés. L'ISAT travaille sur l'hydrogène et d'autres acteurs locaux. Il faut qu'on développe une filière hydrogène verte mais propre, c'est-à-dire locale, pas qu'on apporte l'hydrogène d'ailleurs, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, on est dans une réflexion de comment modifier notre parc, mais on va le faire de façon étalée. On achète à peu près 2-3 bus par an. Comment basculer sur plus de mix sans passer sur une seule technologie. Je mise sur le fait que l'hydrogène et l'électrique vont baisser en coût à terme, parce qu'aujourd'hui, le différentiel est trop important pour qu'on mette toute notre flotte en électrique sur les grands bus. Merci. Il n'y a pas d'autres sujets pour notre invité François de Rugy chez Notions écologiques autour de l'écologie pour le moment. Bon. Non, une dame qui nous fait part, qui travaille dans les restaurants scolaires, et elle dit nous faisons déjà le tri. Donc des initiatives sont déjà prises. Oui, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, les écoles ont aussi des consignes de trier. Et encore une fois, de bien viser en amont et puis de trier après. Moi, je voulais revenir sur les arbres parce que je sais que ça intéresse François de Rugy. On a un patrimoine arboricole aujourd'hui de 28 200 sujets. Donc l'objectif, c'est d'ici 3 ans de passer à 32 000, donc vous voyez, une ambition quand même de 6 000, plus les zones de végétalisation, les micro-forêts, notamment en zone de centre-ville. Et nous expertisons 9 000 arbres chaque année, donc vous voyez, pour voir leur état de santé. Et donc on en prend soin, mais parfois on fait le constat qu'il n'y a pas d'autre solution. Depuis 2019, nous avons planté 1200 arbres, donc ça n'est quand même pas rien. Et 5 kilos de micro-forêt au parc Mendès France et au Courlis. Je voulais rappeler cela à nos concitoyens parce que des fois on ne se rend pas compte, même nous on oublie. Et c'est important de rappeler aussi des chiffres qui sont très précis sur nos ambitions de remettre encore plus de nature en ville, même si encore une fois je le dis, Nevers n'est pas en reste. Mais c'est important de prévoir l'avenir et vous savez que la montée des températures envisagée, on aura prochainement avec le secteur agricole et notamment alimentaire, une grande conférence, ce qu'on appelle le Forum des transformations. Et notamment, nous aurons des invités maintenant de l'Europe ou du GIEC pour venir nous parler précisément et objectivement des enjeux et des corrections qu'on peut encore faire. Je voulais remercier François de Rugy. Il peut compléter mes propos, non? C'est bon, j'avais dit l'essentiel. On pourrait en parler pendant des heures. Je sais bien, donc, je sais bien. Il faut savoir s'arrêter, mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet échange et aussi toute cette journée passée dans cette belle ville de Nevers que j'ai découvert avec grand plaisir et dans laquelle je reviendrai avec beaucoup de curiosité encore, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir depuis le passé glorieux, les bâtiments historiques extrêmement nombreux, jusqu'aux innovations les plus poussées et les plus modernes. Et je crois que c'est ça qui fait la dynamique d'une ville. Merci encore. Merci à François de Rugy. Voilà, pour moi, c'était important qu'il vienne. D'abord parce que
Encore une fois, il a eu des fonctions nationales importantes et qu'il est toujours très motivé dans son domaine qui est l'écologie. Et puis je trouve toujours intéressant d'avoir des yeux extérieurs sur ce que l'on fait, parce que des fois on ne voit pas l'essentiel, ou on ne voit pas des détails qui deviennent importants. Et je trouve que d'avoir un regard comme le sien nous aide à réfléchir dans nos projets qui ne sont pas encore verrouillés. Je le remercie pour cela et je le remercie pour nos échanges. Et je lui dis à très bientôt à Nevers ou ailleurs. Je le laisse repartir, mais merci encore une fois au temps qu'il a consacré à notre ville et à notre agglomération. Merci. Merci Monsieur de Rugy. Au revoir François. Donc nous continuons notre Facebook Live. Alors, nous allons aborder la question sécurité. Oui, alors je voulais dire un mot parce que, vous voyez, la sécurité et la violence montent, notamment les menaces, qui est aussi une forme d'insécurité. Alors à la fois, on en parle beaucoup au niveau des élus, et vous savez la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, en tout cas dans son intention. Il rencontrait la première ministre cet après-midi. Je voulais lui manifester publiquement ma solidarité. Évidemment, les exactions qui sont faites par des délinquants, parce que ça n'a pas d'autre mot, sur la famille de la femme du président de la République, Brigitte Macron, sur des fois des concitoyens qui ne partagent pas l'opinion des autres. Moi, je vais juste dire une chose. On peut croire qu'on détient la bonne parole, mais personne n'en est sûr et personne n'a de leçons à donner aux autres. Il y a une règle qui compte et qui nous lie, c'est la démocratie. Et quand un mouvement politique n'arrive pas à avoir une majorité aux urnes, c'est pas dans la rue qu'il l'aura davantage. Il y a des contestations qui peuvent être légitimes ou pas, enfin chacun a son appropriation. Moi, il n'y a qu'une seule phrase que je retiendrai derrière cela, et qui a déjà été utilisée par d'autres, c'est la suivante: on peut débattre de tout, et c'est ce qui fait notre richesse, avec des avis divergents, mais on ne doit pas en découdre. Voilà, débattre et non pas découdre. C'est ça aussi qui fait le respect de la personne, et j'ai le sentiment, quand j'entends certains qui sont très fiers et qui ne regrettent pas de frapper d'autres, je me dis que on est dans un système très dangereux, parce que ce qui peut s'appliquer aux uns peut s'appliquer aux autres. Et encore une fois, aucune idée, quelle qu'elle soit, ne légitime que l'on frappe ou que l'on menace quelqu'un. Je voulais juste rappeler ça, ça paraît tout simple, mais ça passe déjà par l'éducation de nos enfants en ce sens. Et ça ira beaucoup mieux derrière, si certains s'en souviennent, quand ils seront adultes. Et je voulais me féliciter d'une condamnation à de la prison ferme d'une personne, c'était il y a quelques jours, le 16 mai, qui a menacé de mort des policiers. Ça se passe aussi à Nevers. Et il faut aussi, malgré mon métier d'avocat, être avocat, c'est pas être complice, c'est un auxiliaire de justice. Je me félicite qu'il y ait une réponse judiciaire qui soit apportée aux gens qui représentent la République, et notamment les policiers, les forces de l'ordre, qui ne sont pas là avant tout pour réprimer, mais qui sont là pour protéger, et donc quelque part réprimer ceux qui remettent en cause le respect de chacun d'entre nous. Question de sécurité, vous êtes souvent abordé, on vous aborde souvent, monsieur le maire, pour du rodéo urbain, des plaintes aussi, des gens qui se plaignent. Vous voulez nous dire quelques éléments sur ce sujet? Oui, alors sur ces points-là que vous évoquez, d'abord je voulais vous dire qu'on a pris conscience des choses et que depuis longtemps, on fait la chasse au rodéo urbain. On l'a faite d'abord parce qu'on le voulait, ensuite parce que c'est encouragé par le ministre de l'Intérieur qui en a fait une grande cause. Les rodéos urbains sont insupportables. D'abord, ils constituent des infractions au code de la route la plupart du temps, constituent une mise en danger de celui qui pilote, mais maintenant à lui de prendre ses risques, mais pas de cette façon-là, et ils constituent une mise en danger, parfois des passagers, parfois des piétons ou des autres conducteurs que nous pouvons être les uns les autres. Donc nous faisons la chasse à ça et nous allons l'accentuer parce qu'on sait bien que ce genre de choses et de comportements évoluent encore plus en période estivale. Maintenant, comme souvent c'est posé sur les réseaux, ça nous aide. Et puis ensuite, aidez-nous aussi si vous voyez des choses, je le dis. Nous avons tous en tant que citoyens une obligation d'aider tous ceux pas ceux qui commettent des infractions, tous ceux qui essayent de lutter contre les infractions, et donc de dire aux gens que ça suffit, stop. Une ville, c'est pas fait pour faire des rodéos urbains. Néanmoins, nous avons des résultats. Nous avons saisi encore 2 motocross très récemment, avec une interpellation des auteurs. Et donc, ça continuera. Je conçois que ça soit insupportable. Je voulais aussi annoncer, dans le domaine de la sécurité, l'arrivée imminente des caméras piétons pour nos policiers intercommunaux,
qui continue avec la police nationale ses opérations autour de la gare, parce qu'on devait signaler beaucoup de choses suspectes, y compris des trafics de drogue. Nous ne laisserons pas la place à cela, nous le combattrons jusqu'au bout. 17 caméras ont été implantées au niveau de la gare, proximité, passage souterrain, voie ferrée. Je vous assure qu'elles nous servent bien, comme elles nous ont servi à interpeller déjà 2 personnes dans le cadre de l'incendie de l'Esgo, qui sont aujourd'hui en prison en attendant leur jugement. Et puis nous allons démultiplier les patrouilles fixes tous les jours de 16h à 19h auprès des commerçants, dans la zone de centre-ville aussi. Il y a malheureusement des gens qui sont sans domicile fixe. La démultiplication de ceux-ci déséquilibre le fonctionnement de notre ville. J'ai invité l'État, la personne du préfet, à réouvrir un autre centre, puisque nous sommes le seul de la Nièvre. Il y en avait à Cosne-sur-Loire auparavant. Et nous sommes souvent la première gare quand on arrive de Paris et que les personnes n'ont pas de billets. Alors encore une fois, il faut que chacun apprenne à vivre les uns avec les autres, mais en même temps, ça ne justifie pas une forte présence parfois de gens qui sont souvent trop alcoolisés en fin de journée. Donc nous allons aussi assumer davantage de présence. Je m'y suis engagé auprès des commerçants qui se manifestent, et ils ont bien raison, parce qu'ils doivent pouvoir aussi pratiquer leur activité, et les clients doivent pouvoir parvenir à leur commerce sans être insultés, menacés, ou en tout cas se sentir sous une certaine pression. Vous redire aussi que désormais la police intercommunale est présente la semaine jusqu'à 21h, non plus 19h. Donc n'hésitez pas à la contacter quand il le faut au 03 86 68 47 89, 03 86 68 47 89. Au-delà, c'est la police nationale, donc c'est le 17. Et si vous avez connaissance d'un fait, ou si vous êtes victime d'un fait, évidemment, il faut vous manifester tout de suite. Et je souhaite qu'on y réponde dans les meilleurs délais. À partir de début juin, normalement, grâce à des nouvelles embauches, notre police municipale, enfin maintenant intercommunale, pourra être appelée jusqu'à 23h. Donc vous voyez qu'on amplifie aussi la présence policière en plus de celle des forces de l'ordre national. Merci, monsieur le maire. Alors, je reprends quelques questions de nos internautes. Une personne nous demande, suite aux difficultés rencontrées depuis la suppression des feux tricolores avenue du Stand, sachant que c'est une période d'essai, où devons-nous communiquer nos ressentis afin que les choses évoluent? Écoutez, il y a plein de moyens. L'idée, c'est de vous faire réagir aussi. L'idée, c'est de donner un peu de temps, parce qu'il y a aussi des nouvelles habitudes à prendre. Donc, ce n'est pas au bout de 8 jours qu'on dit c'est bien, c'est pas bien. Manifestez-vous sur les réseaux, objectivement, s'il vous plaît, ou par courrier que vous pouvez déposer à l'accueil, envoyer à la mairie. Ça peut être aussi à l'élu à la mobilité, si vous le souhaitez, Bertrand Couturier, ou à moi-même. Voilà, on prendra un regard attentif à tout cela. Moi, ce que je constate, c'est que j'y passe régulièrement à certaines heures. On n'est pas forcément au même. Mais globalement, il y a quand même des choses qui petit à petit s'améliorent. Il faut savoir aussi être intelligent, laisser passer les autres quand on le peut. Donc voilà, également Carrefour rue Louis Bonnet. J'y étais tout à l'heure, j'ai entendu ce qu'on m'a dit sur certaines critiques constructives. Donc on va voir ce qu'on peut aménager. L'idée, c'est de se donner du temps pour voir si on peut se passer de feu. Souvenez-vous, quand on a fait des feux à certains endroits, ça ne vous convenait pas. Si maintenant, il n'y a plus de feu à certains endroits, ça ne vous convient pas non plus. On est un peu dans le contradictoire. Maintenant, je conviens que parfois un aménagement peut aller à un endroit et ne plus aller à un autre. Donc on va voir tranquillement les choses et on va laisser le temps au temps. On est sur un projet de longue haleine. Voilà, donc remontez-nous les choses et on verra si c'est marginal ou si ça correspond effectivement à une majorité de ressentis quand on passe par là. Maintenant qu'il y ait quelques bouchons quand on rentre dans Nevers, ça a toujours été feu tricolore au bout du pont ou pas feu tricolore au bout du pont. Il faut l'accepter. Et puis, si vraiment vous avez des doutes, allez faire un tour à Paris. Moi, j'ai mis plus de 4 heures hier en voiture pour accéder dans le centre de Paris. Après, on relativise des petites choses chez nous, mais j'entends que ce n'est pas utile non plus qu'on devienne saturé comme Paris. Ça, je le concède. Alors, des gens nous posent une dame nous pose sa question sur la ligne 14 du bus. Elle déplore qu'il n'y a pas un grand bus. Alors ça, on approche de la révision la délégation de service public du réseau des transports urbains qui est confiée à Keolis jusqu'en 2025. C'est le moment de manifester vos demandes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien avant, mais qui dit nouvelle délégation, dit nouveau cahier des charges, dit peut-être des lignes qui ont évolué parce qu'il y a de plus en plus de passagers. C'est tant mieux, il faut davantage encore utiliser nos transports urbains.
Si il y a des choses qui sont en inadéquation avec les besoins, on va essayer de les identifier. Donc merci de nous y aider en vous manifestant. Et donc on remontera d'ores et déjà votre demande aux délégataires sur le volume des bus qu'on met sur cette ligne, et surtout à certaines heures, parce qu'il y a des lignes où on change aussi des volumes en fonction des horaires. Donc bien pris en compte, on va remonter ça. Alors une autre question sur un sujet différent. Une personne se plaint des gens qui vident leurs poubelles dans celle de Nièvre Habitat. À quand une solution? Car dans les HLM, on paye cette taxe. 17 personnes. Écoutez, la règle, c'est que chacun mette ses ordures quand on est en habitat individuel devant sa porte aux bonnes journées, sinon on risquait la verbalisation. Je rappelle que pour ceux qui ont beaucoup de volume, il y a soit des containers, mais c'est dans les containers, c'est pas au pied des containers ou sur les containers, ce qui dégrade l'image de la ville et qui crée des problèmes d'hygiène. Et puis quand on est en habitat collectif, je rappelle aussi qu'il y a les poubelles enterrées. Par contre, ça veut dire enterré, ça veut dire qu'on met dedans, parce que j'ai vu des sacs posés dessus. Enfin, quand même, il faut vraiment avoir un gros poêle dans la main pour pas soulever une trappe et le mettre dedans. Et c'est l'image de notre ville, et c'est encore une fois le cadre de vie qu'on veut bien se donner. Donc à chacun, là aussi, de faire un effort. Donc écoutez, remontez-nous le lieu. Je sais qu'il y a certains endroits où on a parfois même jusqu'à des entreprises qui veulent éviter la déchetterie, viennent déverser, y compris en ville, leurs déchets. On fait la chasse à ça, c'est une infraction, on réprimera. Donc voilà, je le dis, moi, mon ambition, c'est pas d'être un maire fouettard tous les jours, mais quand il le faut, il y a des choses qui deviennent insupportables. Et il y a quelques-uns qui n'ont pas compris les règles de la vie en société. Écoutez, il faut qu'ils soient remis au pas, si je puis dire, entre guillemets, et que ça soit équitable vis-à-vis de tout le monde et qu'on respecte les poubelles des autres. L'idée, c'est pas d'aller mettre ses poubelles devant son voisin ou de doubler des volumes par rapport à des choses qui ne sont pas adaptées. C'est de sortir ces poubelles au bon moment. Vous avez un calendrier. Si vous l'avez perdu, allez sur le site de Nevers Agglomération ou allez à l'agglomération, on vous le redonnera. Et puis sortez-les au bon moment et surtout aux bons endroits. Et puis les bonnes choses au bon moment, j'ai envie de dire. On a une nouvelle plateforme de tri, commune avec Bourges. Plus on triera bien, moins ça coûtera cher. Et si un jour on fait vraiment des grands progrès, on pourra peut-être baisser la taxe des ordures ménagères. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Moins vous faites travailler les agents d'agglo, moins vous faites travailler les agents de tri parce que c'est bien trié. On n'est pas si mal que ça en Bourgogne-Franche-Comté, mais on peut faire des progrès. Et bien, meilleure sera la fiscalité sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, un monsieur nous fait une remarque. Trouvez-vous normal de laisser les gens qui travaillent la nuit dans le noir, comme nous les taxis? Pouvons-nous déposer une main courante contre la mairie si on se fait agresser par votre faute? Les maires ont bon dos. Ils sont toujours, quand il se passe quelque chose, c'est la faute du maire. Écoutez, soyons solidaires. J'ai envie de vous dire, vivons ensemble ce qu'on vit dans le monde. Pourquoi on en est là? On en est là parce que les coûts énergétiques ont augmenté, parce qu'un dictateur comme Vladimir Poutine a décidé d'envahir un pays voisin. Et c'est ça la vraie vérité de la répercussion des coûts de l'énergie. La France essaye d'augmenter sa souveraineté, son autonomie, pour justement être moins dépendante des ressources naturelles des autres pays, pour produire de l'électricité. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand le président de la République a dit « Attention, peut-être qu'on risquera des coupures ». Pour certains, c'était acquis, pour certains, c'était un scandale, etc. Finalement, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu un éco-watt pour ceux qui feraient des efforts de sobriété d'électricité. C'est la volonté du plan aussi de mettre en place un éco-watt, entre guillemets, de l'eau, pour ceux qui feront des efforts de moins consommer de l'eau, d'être récompensés notamment sur leur facture. Donc pour en revenir à l'électricité, vivons dans le même monde, s'il vous plaît, et sachez qu'aujourd'hui, c'était plus de 3,5 millions de surcoût, plus de 3,5 millions de surcoût énergétique pour Nevers Agglomération à la sortie de l'hiver, et 4 millions d'euros au départ de surcoût énergétique pour la ville de Nevers, que nous n'avons pas. Donc on fait comment? On continue à vivre dans le même monde qu'avant, et puis on essaie de trouver une solution pour affronter ces surcoûts qui ne dépendent de personne, si ce n'est d'un dictateur qui a décidé d'envers un autre pays et de faire payer le reste du monde, quelque part directement ou indirectement. Donc voilà, nous avons fait le choix en conseil municipal de supprimer l'électricité publique après 23 heures la semaine, et je crois que c'est 2 heures le week-end, me semble-t-il, à partir du vendredi soir et du samedi soir. Plein de villes l'ont fait, plein de villes le font depuis longtemps. Bourges le fait depuis très longtemps. Aucune augmentation de la délinquance, aucune augmentation des accidents de la route. Alors écoutez, d'abord,
l'avocat que je suis vous conseillera qu'une main courante, ça ne va pas aller chercher bien loin. Si vous voulez aller plus loin, il faut déposer plainte contre le maire de Nevers. Ce à quoi je ne vous invite pas, mais chacun prend ses responsabilités. En tant que maire de Nevers, moi je vous dis, soyons solidaires des efforts qu'il faut faire. Enfin, on est dans une société où j'ai le sentiment que pour certains, il y a des choses, mais il ne faut pas faire d'efforts. On a tous à faire des efforts. Et donc, l'effort, il est de dire, on réduit notre consommation énergétique, et vous l'avez peut-être fait dans votre domicile. Et donc, on le fait sur la voie publique. Il y a des gens aussi, pour contrebalancer l'argument, qui me disent, s'il vous plaît, ne remettez pas l'électricité toute la nuit, même si l'électricité coûte moins cher à terme, parce que je dors mieux. Parce qu'il y a des gens en ville, ils ont les lampadaires pas loin, et ils dorment mieux. Et je vous assure que c'est vrai. Et, voilà. Donc, moi, on m'aurait démontré que la délinquance aurait augmenté de façon significative, que les accidents de la route se seraient démultipliés. Évidemment, c'est prioritaire sur les économies, mais il aurait fallu les trouver ailleurs. Hein. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas démontré. Donc, voilà, moi, vous avez le droit de faire une main courante si vous le souhaitez. Rien ne m'a été remonté de négatif par rapport à ces coupures. Je pense que la ville de Nevers fait ses efforts. Et franchement, est-ce qu'on n'était pas un peu parfois dans le luxe, notamment de consommation énergétique? Il reste des points lumineux sur les axes qui ont de l'éclairage intelligent, comme l'avenue Bérégovoy, la rue Simone Veil, je crois la rue Étienne Lito. Et bonne nouvelle, nous allons, dans le cadre des travaux de toute la zone de centre-ville, équiper aussi cette zone, et nous y tenons beaucoup, d'éclairage intelligent, donc ce qui permettra d'étendre ces points lumineux la nuit pour se repérer aussi, et très peu consommer, parce que c'est du LED, et ça éclairera quand il n'y a personne à peu près à 10% de la capacité. Quand vous arrivez, de façon anticipative, l'éclairage s'allume. Et donc, si nous pouvions faire ça dans toute la ville, ça serait formidable. On pourrait faire éventuellement de lead tracking. Lead tracking, c'est changer tous les points lumineux tout de suite. On ne pourra jamais le faire parce qu'on ne trouvera pas un opérateur qui le fera tout de suite, mais en tout cas l'accélérer. Par contre, c'est investir la ville peut-être dans ce domaine sur 15 ou 20 ans, enfin endetter plutôt la ville là-dessus. Et c'est vrai, par contre, c'est des économies faites beaucoup plus vite. Et donc, par ces économies, on rembourse en partie le prêt qu'on a contracté. C'est une vraie réflexion que nous avons, parce que certains y passent, mais par contre, il faut une latitude d'emprunt importante et décider qu'on en fait une priorité, puisque si on emprunte sur ce domaine-là, forcément, on aura une capacité d'emprunt beaucoup plus réduite sur d'autres projets. Donc voilà, ça n'est pas si simple que cela, mais voilà, pour répondre encore une fois en conclusion, soyons tous solidaires sur ces choix. Ils ne sont pas faits pour vous embêter, ils ne sont pas faits pour créer d'autres nuisances, ils sont faits pour répondre à un surcoût énergétique qui est encore bien réel en ce moment, et faisant le constat que finalement, écoutez, globalement, beaucoup de gens sont chez eux après 23 heures, et puis on constate que ceux qui n'y sont pas, ils ont le droit, qui rentrent plus tard. En général, ils roulent moins vite, parce que même si les phares de voiture sont plus performants, on voit un peu moins bien. Donc ça a aussi d'autres vertus. Rouler moins vite, c'est moins pollué, c'est moins consommé, que ce soit de l'électricité ou de l'énergie d'essence ou de diesel, de l'énergie fossile. Donc vous voyez que finalement, couper l'éclairage à un moment donné, ça a aussi d'autres vertus et d'autres atouts. Alors, nouvelle question. Monsieur le maire, quand allez-vous agir pour le croisement de la rue Albert Camus, réunion de gens indésirables sur trafic en tout genre, des gens assis sur des guetteurs, assis sur des chaises. Débarrassez-nous des gens indésirables, s'il vous plaît. Et moi, je vous réponds, quand allez-vous nous aider à nous débarrasser des gens indésirables? Parce qu'encore une fois, personne n'a de baguette magique. Il y a une omerta, parfois, dans ce quartier, où on ne dénonce pas. Il y a encore eu un abribus de cassé. On trouvera, grâce aux caméras, on finit par tout trouver. Il faut parfois un peu le temps de l'enquête. Il n'y a pas de souci. Quand les propriétaires de ces garages semi-insalubres à qui j'avais écrit pour les remettre en état, les remettront en état ou les démoliront. Ce sont des lieux de trafic, effectivement, aux yeux de tous. Donc, on fait ce qu'on peut avec les forces de l'ordre que nous avons disponibles, mais j'invite aussi la population à sortir de son silence et si on veut, entre guillemets, se débarrasser de ces gens qui polluent votre quartier et qui font d'autres choses que de ce qui est légal, aidez-nous. Voilà. Et ce n'est pas de la délation, c'est un acte citoyen. C'est tous ensemble qu'on réussira. Donc, alors la même personne nous dit économie d'énergie, oui, mais pas sur la grande pâture, c'est risqué, nous avons peur, nous n'osons plus sortir. On pourrait me donner les mêmes arguments partout. On a déjà 2 personnes hors d'état de nuire. Il y en a d'autres dans le collimateur. Et on continuera. Après, il ne faut pas laisser la place à la délinquance. Donc, c'est partout ou nulle part, sauf opération particulière, ce qui a été le cas il n'y a pas très longtemps, mais je ne peux pas vous en dire plus dans le cadre d'enquête. Donc, parfois, ça arrive de laisser éclairer certains quartiers.
En même temps, parfois, un quartier éteint, c'est un quartier où on remarque beaucoup plus les petites lampes de téléphone, les mouvements de véhicules. Donc, quand on fait des enquêtes, c'est aussi intéressant que parfois, on soit plus dans le noir, on identifie plus de choses. Donc, vous voyez, il y a les deux côtés des choses. Moi, j'entends. Je souhaite faire une ville plus tranquille, moins délinquante, même si je suis conscient que l'homme restera un loup pour l'homme et qu'on n'arrivera jamais à du 100% nulle part, hein, et par personne. Néanmoins, si on veut continuer de progresser, parce que globalement les chiffres de la délinquance ont baissé, mais quand il se passe quelque chose, on a le sentiment que tout ça, ça s'arrête et que c'est catastrophique, ce que je peux entendre, n'empêche que les citoyens ont une obligation aussi de contribuer quelque part à la tranquillité de leur quartier. Donc donnez-nous des informations, on peut le faire de façon très anonyme aujourd'hui. Plus on aura ce genre d'informations, plus on ira vite pour éradiquer tous ceux qui habitent un quartier et qui veulent nuire à ce quartier de façon d'ailleurs difficilement compréhensible. Alors, par rapport à l'insécurité, on a deux personnes qui abordent le sujet de la rue du 14 juillet. Une dame nous demande si la vidéosurveillance va être est renforcée. Sentiment d'insécurité malheureusement sur ce secteur historique de la ville. Alors première grille, la route du 14 juillet est un de nos premiers projets de réalisation urbaine, de la piétonniser. À ceux qui ont des oublis du code de la route, j'appelle qu'un gros panneau rouge avec un trait blanc dessus, c'est un sens interdit, ça veut dire qu'on ne passe pas. Et que moi-même, je fais, quand je m'y trouve, trop souvent la chasse aux véhicules qui passent là. Ensuite, je regrette, merci de rappeler, beaucoup ont oublié l'état de cette rue avant. Je regrette que les propriétaires privés n'aient pas fait un effort, surtout qu'on est dans une rue OPA-RU, donc opération d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, amélioration de l'habitat, où on peut avoir 30, 40, jusqu'à 50% de financement de ces façades. Et beaucoup de propriétaires n'ont pas joué le jeu. Donc ils vont recevoir de ma part, et je le rappelle à mes services, un petit courrier prochainement. Je rappelle que nous avons voté en conseil municipal une délibération qui nous permet de sanctionner fiscalement les propriétaires qui ne refont pas leur façade après 10 ans. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas aller faire la chasse à tous ceux qui n'ont pas refait leur façade au bout de 10 ans. À partir du moment où elle est en bon état, on ne va pas venir vous embêter. Par contre, des façades en ruine, des bouts de murs qui s'écroulent, c'est inacceptable. Soit vous venez nous voir pour nous expliquer quel est le problème, soit si vous ne bougez pas, effectivement, il y aura une surimposition de votre bien immobilier et nous allons mettre ça en place dès cette année. Donc voilà, regret du manque d'effort de certains, d'autres ont joué le jeu. Ensuite, vous allez voir refleurir de belles terrasses dans la rue du 14 juillet. Il faut que ceux qui sont en terrasse aient la paix. Donc nous allons faire la tentative de la dernière chance d'une zone piétonne qui néanmoins permet une présence des riverains temporaire. Si ça ne fonctionne pas, nous piétonniserons, condamnerons définitivement cette rue. C'est quand même dommage que certains qui la prennent encore pour une autoroute ne veuillent pas respecter les règles. Donc en ce moment, nous avons installé une nouvelle barrière. On nous l'a détruite déjà plusieurs fois, sauf que là, s'il y en a un qui se prend à la détruire, il sera filmé, puisqu'il y a un certain nombre de caméras, une spécifique sur cette barrière et d'autres ailleurs. Donc on identifiera rapidement qui le fait, puisque c'est des caméras qui identifient aussi, de nouvelles caméras qui identifient de nuit, j'ose dire même par temps de brouillard. Donc ceux qui veulent jouer à ça, à leur risque et péril. Deuxièmement, nous sommes en train de recenser les plaques des riverains, puisque ce sera une barrière qui s'ouvrira désormais à lecteur de plaques. Donc c'est-à-dire que ceux qui trichent en disant j'habite là alors que c'est pas vrai, passeront plus. Et puis nous allons aussi rappeler la règle aux riverains, c'est-à-dire on comprend qu'il faut pouvoir accéder à son logement pour décharger des courses, des meubles, ce qu'on veut, mais ce n'est pas une zone de parking. Et donc, je rappelle la règle qu'on a un peu oubliée, c'est 30 minutes de stationnement et après, la conduire un peu plus loin. C'est pas compliqué. Il y a le parking du parc, il y a la place Saint-Laurent, il y a le nouveau parking Mazarin où on peut prendre des abonnements et être tranquille au niveau de son véhicule. Voilà, il y a de plus en plus de villes. Quand vous êtes en zone piétonne, vous ne pouvez pas stationner au pied de l'immeuble. Nous, on le fait gentiment 30 minutes, c'est largement dépassé. Demain, ça ne sera plus possible. Et puis, encore une fois, je le dis, si certains ne veulent pas respecter cette décision, nous fermons définitivement la rue à tout le monde, avec des accès spécifiques quand on les demandera aux riverains et justifiés. Ça serait dommage d'en arriver là, donc que chacun soit conciliant et prenne ses responsabilités. Ça sera dans quelques jours et les véhicules de livraison, bien sûr, pourront passer
de 6h à 11h et de 6h à 10h le samedi. Voilà. Donc on va remettre finalement la vocation de cette rue en ce qu'elle était, principalement piétonne et zone de terrasse. Très bien, monsieur le maire. On peut peut-être aborder la rue François Mitterrand, savoir où en sont les travaux. Oui, alors je m'y trouvais tout à l'heure avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, dans le secteur du commerce, et puis avec François Drugy sur nos aménagements. Donc sur la rue François Mitterrand, mais c'est au-delà, hein, sur la redynamisation du centre-ville. On est dans une phase d'avant-projet qui sera validée au mois de mai. Les études continuent, hein, puisqu'on est plutôt sur une année d'études, avec un démarrage des travaux à partir du mois de décembre. On laissera passer les fêtes de Noël, fin décembre, début janvier 2024. Objectif de fin des travaux, et d'ici là vous serez associé, on vous présentera les choses plus spécifiquement sur des réunions et participer à des choix et des avis en tout cas. Objectif de fin des travaux avant la fin de l'année 2024 et les fêtes de fin d'année 2024, donc grosso modo une petite année de travaux. Les travaux des concessionnaires, eux, et donc des réseaux, seront terminés à la mi-juin 2023. Vous comprenez qu'on ne fasse pas de reprise de la rue actuelle telle qu'elle était avant, mais que ce soit des rustines. Évidemment, c'est pas très heureux, mais je vous assure que demain, ça sera beau. Et donc, il faut prendre son mal en patience. Donc, il y aura des concertations applicatives avec les panels qu'on a créés, mais aussi avec vous, plus largement, pour ceux qui voudront contribuer, comme on l'avait fait sur la Maison de la Culture et l'aspect esthétique qui était proposé. Nous déminéralisons, et vous trouverez des pavés adjoints enherbés, une chaussée végétale, des arbres plantés, des vélums verts, donc ça sera assez original, c'est-à-dire que vous aurez de la verdure au-dessus de vos têtes, un parcours ludique aussi, on pense aux enfants, avec un certain nombre de jeux d'enfants, et une rue, je l'ai dit, numérique intelligente, que vous connaissez déjà dans d'autres endroits, qui nous permettra pour le coup de maintenir l'éclairage la nuit, éclairage intelligent, qui baisse, qui monte, à détection de personnes, Wi-Fi, je l'ai dit, sonorisation, des panneaux interactifs numériques pour vous indiquer aussi vos commerces, vos produits, etc., où les trouver. On est sur la phase 1 qu'on travaille en ce moment sur 2 900 000 euros et sur la phase 2 qui commencera en 2026, mais à laquelle on doit déjà penser faire nos choix, si évidemment nous sommes réélus, pour 3,5 millions d'euros. Très bien. Alors, si on reste dans la rue commerçante, on peut peut-être aborder le sujet des commerces. On a vu qu'il y avait plusieurs enseignes qui avaient ouvert dernièrement. Oui, alors peut-être pour clore les quelques mauvais esprits, heureusement vous n'êtes pas très nombreux, mais enfin vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes plus nombreux à jouer les choses objectivement. Mais quand j'entends il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien à Nevers, c'est insupportable, c'est faux. Le commerce centre-ville est une problématique partout. Pour faire partie du Conseil national du commerce que nous avons proposé dans le cadre des assises du commerce, je suis bien placé pour savoir que Nevers n'est pas une exception. Mais de dire il n'y a plus rien parce qu'il y a un commerce qui ferme, regardez aussi ceux qui rouvrent. On a eu quelques commerces fermés, vous le savez, qui sont des chaînes. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas à Nevers, c'est parce qu'ils ont été le sacrifice d'une politique nationale ou parfois internationale. Juste quelques chiffres. Depuis le mois de janvier, 32 ouvertures de commerce. 32 ouvertures de commerce, qu'on se le dit. 12. 32, c'est pour l'avenir. 12 ouvertures de commerce, et notamment principalement des indépendants locaux. 4 fermetures. Et donc, j'ai dit notamment des enseignes nationales. Donc, vous voyez déjà, la balance est largement positive, ce qui est assez nouveau. Nous avons reçu par notre service commerce, pour des projets futurs, 60 porteurs de projets. 60 porteurs de projets, là je ne me trompe pas. Donc ça ne veut pas dire que tous vont faire quelque chose, mais ça veut dire qu'on intéresse. Et donc avec du volume. On travaille aussi, on a fait ce choix-là, et donc avec un budget qui va avec, un développeur d'enseignes pour installer des enseignes nationales de locomotives. Normalement, les premières vont poindre dans le second semestre de cette année 2023. Je rappelle aussi que nous maîtrisons 3 pépinières commerciales, c'est-à-dire que nous reprenons les baux et nous maîtrisons le coût du loyer en accompagnant le commerçant qui s'installe sur les 2 premières années. Il prend son envol la 3e. Je pense à la gaufrerie Rogier, dont vous allez pouvoir profiter aussi sur la partie piétonnisée, notamment les vendredis après-midi et les samedis rue des Ardéliers, puisqu'il posera un certain nombre de tables. N10 et la French Run. Nous avons aussi nos boutiques éphémères qui sont remplies jusqu'à la fin de l'année 2023 rue François Mitterrand. Et nous travaillons sur un projet
de sociétés coopératives d'intérêt collectif pour gérer le commerce, notamment avec la Chambre des métiers, j'espère la Chambre de commerce aussi, et d'autres commerçants ou associations de commerçants. L'idée, c'est de mettre ensemble et de définir ensemble une politique d'animation en faisant un pot commun sur les financements pour mutualiser les choses et les décisions. Et puis, vous savez, on a créé avec le département une foncière qui s'appelle Cœur de Nièvre, qui va reprendre les bâtis des pépinières, des boutiques éphémères avant Monoprix. Et j'ai vu le responsable de Monoprix qui m'a promis qu'il viendrait à Nevers, là, de la famille, pour qu'ils prennent conscience du besoin de refaire Monoprix en harmonie avec nos travaux. Ça me paraît nécessaire. Donc voilà, et puis donc recréer du logement au-dessus de ces commerces, gérer les flux, par MyTraffic, qui est une solution que nous avons qui aide beaucoup à savoir quand ouvrir, quand les gens fréquentent au maximum le centre-ville, etc. Et puis pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui ouvre, parce qu'on regarde ce qui ne va pas, mais on ne regarde pas ce qui va. Et il y a des commerces qui ferment, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Maintenant, l'idée, c'est qu'ils soient le moins nombreux possible, et puis que ce soit pour des raisons, j'espère, qui puissent entraîner une reprise. Mais tant qu'il y en aura, je voudrais aussi qu'on prenne conscience de tous ceux qui investissent, qui entreprennent, qui ouvrent un commerce, et donc ils poseront, on va proposer aux porteurs de projets et aux propriétaires d'afficher sur leur vitrine ouverture prochaine pour permettre de bien identifier là où ça va ouvrir. Peut-être pour être plus précis, depuis mars, il y a eu 6 ouvertures de commerce et 2 transferts qui ont donc entraîné 2 fermetures, mais des commerces qui n'ont pas disparu, que vous retrouverez ailleurs. Et il y a eu un changement de propriétaire. Je vais les citer, ça leur fera un peu de publicité. Allez les voir. Il y a le barrageux Ludic & Ludic, place Guy Coquille, à la place de Musique & Musique. Il y a Bars & Co, qui complète le magasin Bars en bas de la place Saint-Sébastien. Donc, nous avons fait l'inauguration rue François Mitterrand. Il y a un nouveau restaurant qui s'appelle Délicieux, avenue Général de Gaulle. Il y a Moenia, qui est une agence immobilière rue de Rimini. Texas Vintage, place Mancini. Le Mât de Jeanne, avec de la décoration, des savons, etc., rue des Boucheries. Ça, c'est pour les ouvertures de commerce. Pour les délocalisations, il y a Écoutez Voir en matière d'optique, notamment rue François Mitterrand, qui a quitté, si je ne me trompe pas, la rue Saint-Martin. Et il y a Famous Poke, restauration rue de Nièvre, qui est aussi un transfert. En changement d'enseigne, il y a la boulangerie rue Paul Vaillant-Couturier, changement de propriétaire, mais changement d'enseigne aussi, puisque ça s'appelle maintenant la boulangerie des 50 nuances sucrées. Et puis à venir, évidemment, vous le savez, Bouchara, qui est en plein travaux, les échafaudages se montent, et qui va devenir Nature et Découverte, rue François Mitterrand, tout en haut de la place Guy Coquille. Donc vous voyez que, je ne dis pas que c'est gagné, je ne dis pas que c'est simple, mais que le centre-ville de Nevers, il ne va pas si mal que ça. Je remercie les commerçants sincères qui me disent que ça fonctionne bien. Après, il y a des mois qui vont mieux, il y a des mois qui vont moins bien, ça dépend aussi de ce que l'on vend. Mais globalement, on a un centre-ville qui ne se demande qu'à se développer, qu'à se moderniser, qu'à se renaturer. Et je pense, moi j'y crois, que nous allons dans une tendance de croissance, y compris avec un projet pour le marché Saint-Arigle, et d'autres encore que je n'ai pas cités aujourd'hui. Merci Monsieur le maire. Donc je reprends quelques questions des internautes. On a une remarque concernant la rue de la Barre. Des bâtiments perdent des tuiles et celles-ci tombent au pied des passants. Et de moi-même, j'ai une fois été témoin d'un énorme morceau tombé du 2e étage à 10 cm de la tête d'une dame. C'est assez courant, même ailleurs en ville. Une petite réponse, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors malheureusement, rue de la Barre est une des rues qui nous pose question, qu'il faudra qu'on refasse un jour quand on aura le budget. Et puis il faut surtout que les propriétaires assument leur propriété. On sait qu'il y a un immeuble qui s'est effondré heureusement par l'intérieur, rue de la Barre, dans le haut à droite en descendant. C'est vraiment problématique et interrogatif. Donc je vais faire aussi les courriers qu'il faut par les services. Je vous parlais de la rue du 14 juillet sur certaines façades. Ça sera le cas aussi rue de la Barre. Et je sais qu'il y a des investisseurs intéressés pour acheter, parce qu'on rachète l'immobilier pas cher ici, et pour permettre de réhabiliter des logements. Donc pour vous répondre, on n'a pas à se substituer à un propriétaire privé quand son immeuble s'écroule. Par contre, on a assuré votre sécurité sur le domaine public. Donc, signalez-le nous, alors soit par ce mail qu'on relaiera au service, parce que ça sert à ça aussi les Facebook Live, à se parler, à échanger, mais aussi à essayer d'agir rapidement quand il le faut. Donc, si on a l'adresse précise, on pourra s'y rendre.
rencontrer le propriétaire si on peut le faire très vite et le mettre en demeure, de faire des travaux de couverture ou je ne sais. Et puis sinon, si vraiment il y a une urgence imminente, on prendra un arrêté de péril et si besoin, on fera quelques travaux dont on demandera le remboursement au propriétaire. Mais il faut vraiment que ça soit pour une bonne raison, puisque sinon nous n'avons pas le droit d'intervenir sur le domaine privé, ce que vous comprenez, j'imagine. Maintenant, c'est hors de question que vous preniez des tuiles en passant en dessous. Donc vous voyez, on a ce rôle, en tout cas dans le cadre du pouvoir de police du maire, donc nous allons l'exercer. Alors, nous avons une question sur la rue Franchet d'Espéré. Une personne nous demande, est-ce que ce soi-disant magasin alimentaire en est bien teint, car il se transforme de temps en temps en bar avec consommation de bière, avec des gens donc, qui se garent n'importe comment apparemment, et des nuisances sonores, donc à la place de l'ancien bar au café. Oui, je sais que c'est un sujet à cet endroit-là qui nous a tenu un certain temps et manifestement ça risque de recommencer. Écoutez, je prends note aussi. L'idée c'est que nous enverrons qui de droit pour aller faire d'éventuels constats. Moi je n'ai pas eu d'autres alertes que celle-ci pour l'instant sur cet endroit. Mais si vous estimez qu'il y a des infractions à quelque titre que ce soit, nous allons vérifier ce qu'il en est et au besoin inciter le propriétaire à respecter la loi ou l'exploitant. Bien. Donc, une personne nous dit, Monsieur le maire, vous autorisez les cafés, restaurants à utiliser les trottoirs, c'est une bonne chose. Mais par exemple, place Mossé, comment font les piétons pour passer? Alors, effectivement, c'est une vraie place. J'en profite pour vous inviter, puisqu'on va l'inaugurer le 21 juin à 11h30. Donc, on vous attend nombreux. On a pris le temps, mais l'idée, c'était aussi que toute la partie végétale prenne un peu son essor. Sinon, ça tronque la vision qu'on peut avoir de cette nouvelle place avec vue sur la Loire. Et ça correspondra aussi au lancement officiel des travaux du Grand Monarque. Je sais que beaucoup s'interrogent, mais ils vont bien être lancés, même avant. Mais on actera le lancement officiel avec notamment un futur restaurant en bord de Loire, l'Office du tourisme, quelques commerces autour du tourisme et puis des logements. Donc tout ça sera phasé. Donc sur la place Mossé, je le redis, notre objectif c'est qu'elle soit le moins possible ouverte à la circulation, sauf nécessité notamment pour les commerces, et notamment en fonction des périodes. Donc en période estivale, elle va être très souvent fermée. C'est-à-dire qu'on peut étendre les terrasses, y compris sur la voie publique, y compris sur ce qui constitue une rue, même si ça n'en est pas une, avec évidemment des équipements plus légers pour pouvoir les déplacer très vite en cas de passage pompier. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, l'espace, il faut qu'on le partage entre tous, les piétons, ceux qui consomment, et donc il y a des règles aussi. On met à disposition du commerçant qui le demande le domaine public avec des conditions. Néanmoins, le commerçant a une obligation aussi de laisser un passage piéton devant, alors soit par ce qui est une voie de temps en temps, soit autrement si c'est occupé par quelques tables. On va essayer de gérer tout ça et on est justement attentif à vos remontées pour que tout se passe bien et que tout le monde respecte les règles, y compris sonores le soir et les heures maximales de sonorisation. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans le flux des questions, il y a aussi des remerciements. Vous avez des personnes qui vous... Je les prends pour toute l'équipe. qui vous remercient notamment pour les SOS médecins. Merci de nous remercier. C'est vrai que le secteur de la santé, c'est un domaine qu'on a pris à bras-le-corps en 2014, évidemment beaucoup pendant la crise sanitaire. Et je remercie notamment les élus à la santé, Philippe Cordier, Basile Coury, Christelle Pitoun. Il a fallu innover, inventer. Et vous savez aujourd'hui que les Flying Doctors, je voudrais en dire un mot, continuent, ont leur vertu. Et je pense qu'ils vont l'avoir de plus en plus suite à la fermeture que je dénonce de la ligne de voie ferrée entre Nevers et Dijon. C'est du jamais vu entre deux capitales départementales. C'est, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, les suites du grand débat de 2016. Donc c'est pas juste on travaille sur le sujet depuis 2022. J'ai lu ça quelque part. Le grand débat de 2016 avait dit il faut régénérer la voie électrifiée. Elle ne sera même pas électrifiée. On ne gagnera même pas de temps. Et on a attendu le dernier moment pour s'occuper de la Nièvre. Une fois de plus, c'est ça que je dénonce, c'est pas normal. Donc la voie, évidemment, qu'il faut la régénérer, c'est un piège que de s'y opposer. Elle est inconfortable à des endroits. Simplement, il y a d'autres endroits où on a fait
circuler les trains la journée et qu'au moins on coupait la nuit. Alors on me dit c'est 30% plus cher, ça durera 2 ans. Donc tout cela est très compliqué, je l'entends aussi. Mais peut-être si on l'avait fait avant, les coûts auraient été moindres, les matériaux, le coût des matériaux aussi. Et intéressons-nous, et je le redirai à la région en tant qu'élu régional, à la Nièvre, avant que ce soit trop tard ou au bout du bout. Voilà, nous méritons mieux. Et les territoires fragiles comme les nôtres, il faut les aider plus que les autres si on veut les remettre à niveau. Pour ce qui est, donc, les flying, autre chose, vont sûrement évoluer pour l'aéroport pour pouvoir aller à Dijon ou au-delà de Dijon, faute de train. Les bus, j'entends, mais les bus, il faut avoir le temps. C'est 3h30, 4h moins le quart. C'est pour l'instant pas de baisse de tarifs, ce qui n'est pas normal, et je vais remonter au créneau là-dessus. C'est aussi un inconfort parfois par rapport au train. Je ne crois pas que tous les bus sont équipés de sanitaires pour faire un trajet de presque 4 heures. Donc voilà, il faut arrêter de nous prendre pour des sous-français ou des sous-bourguignons franc-comtois dans la Nièvre. Je le dis droit dans les yeux de la caméra, et je le redirai autrement. Donc voilà, et les Flying Doctors, on en est à 11 rotations. Alors on évite pendant les vacances, parce qu'il y a des médecins moins disponibles. 11 rotations. Je vais me rendre à Dijon aussi, parce que je considère qu'on pourra avoir plus d'internes. Et le blocage des internes, il faut distribuer les internes, si je puis dire, davantage sur la région. Et je rencontre ceux déjà à Nevers fin juin avec les élus à la santé pour discuter avec eux. On a aujourd'hui 57 médecins qui sont venus. Je vous le dis honnêtement, quelques-uns venaient autrement avant, mais du coup, ils viennent dans des conditions de confort, avec des risques d'accident moins. Il y a une médecin qui est venue en hiver avec sa voiture qui a eu un accident sur le verglas, donc aujourd'hui, elle prend l'avion aussi. On a des médecins spécialistes, des généralistes, des chirurgiens. Autant de consultations en moins à Dijon quand les gens ne trouvent pas leur médecin à Nevers. On travaille sur la pige, je sais que c'est très attendu d'un ou plusieurs dermatologues. Du coup, on opère plus à Nevers aussi, ce qui crée des recettes pour l'hôpital. Je souhaite me battre, je le dis, parce que la région a dit non. Mais moi, je ne m'arrête pas à un non, vous le savez. Il faut qu'on nous finance les formations d'infirmières de bloc et d'infirmières anesthésistes. On a parfois de coopérer, les médecins pour le faire, mais on n'a pas les infirmières dans ce domaine, donc on ne peut pas. Et au pire, nous avons aujourd'hui des infirmières qui ont envie de devenir infirmières de bloc ou infirmières anesthésistes, mais qui ne veulent pas subir les temps de trajet, qu'elles ne pourront même plus faire en train d'ailleurs à Dijon ou ailleurs, et souvent des jeunes mères de famille qui ont aussi des enfants, jeunes enfants à s'occuper. Donc il faut financer la formation de proximité, et il appartient à la région de le faire sur des infirmières qui pourraient être formés à Nevers, à l'IFSI. L'IFSI a de la place, elle héberge un locataire qui pourrait être logé ailleurs, qui ferait de la place pour ces formations, et nous pourrions d'ailleurs les assurer pour un périmètre plus large, jusqu'au Cher, jusqu'à l'Allier, puisque nous sommes à la croisée des chemins. Donc j'invite, et je le ferai plus formellement et publiquement s'il le faut, la région à assumer cette proximité de formation, parce que non seulement nous n'attirons pas davantage de médecins anesthésistes ou d'infirmiers anesthésistes, mais en plus il y en a qui partent parce qu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce bout de formation. Donc c'est profondément injuste, et ça serait bien que ça soit entendu. Donc voilà, et puis beaucoup de fatigue évitée pour des gens parfois malades, de devoir aller à Dijon à partir du moment où c'est le médecin qui vient à eux, ce n'est pas eux qui vont au médecin. Aujourd'hui, le bilan est largement positif, et donc nous allons continuer, parce que je sais que ça vous apporte pour votre santé un plus, et parfois pour les enfants ou les adultes, de prendre quelques heures plutôt qu'une journée complète pour aller à Dijon, c'est aussi un plus. La proximité a un coût, mais c'est celui de la démocratie et c'est celui de l'équité face aux soins. Je sais que certains s'en ont moqué, y compris des conseillers régionaux, y compris nivernais. Alors, moi, j'ai du mal à concevoir qu'on soit conseiller régional nivernais et qu'on s'oppose à ce qui peut être du plus pour votre santé. Chacun appréciera. Sur SOS médecins, ça s'appelle un effet secondaire dans le monde médical, et j'en suis ravi. Parce que des médecins qui ont pris l'avion au départ ont décidé de nous aider et de créer un SOS médecin depuis Dijon et de venir compléter, renforcer la couverture santé de Nevers et de la Nièvre, parce que c'est au niveau du groupement hospitalier de territoire. Plus on a de personnel médicaux, quel qu'il soit dans l'hôpital référent Nevers Agglomération, plus on peut redistribuer sur les hôpitaux de périphérie, puisque moi je prône la proximité, je ne vais pas non plus la contester sur un plan plus local. Aujourd'hui, grâce aux 12 médecins de SOS médecins de Dijon qui participent à ce dispositif, nous allons pouvoir aussi couvrir les mois de juillet et août. C'est une bonne nouvelle. Il faut prendre rendez-vous en ligne sur rdvasos.fr, rdvasos.fr, on le mettra sur nos réseaux, ou sinon au 36 24 ou au 03 80 59 80 80. Je le dis parce qu'on nous le demande souvent.
36 24 ou 03 80 59 80 80. Et évidemment, en cas d'urgence, via le 15, où le 15 peut redistribuer sur SOS Médecins. Je précise que nos SOS Médecins sont situés à côté des urgences et qu'ils se réservent un créneau régulier chaque heure pour accueillir des personnels qui sont réorientés depuis les urgences. La consultation est au prix normal conventionné de 25 € et les horaires 9h-20h du lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, c'est 9h midi. Le vendredi, c'est 9h-20h et les samedis, de 9h à 12h. Sans les Flying Doctors, les SOS Médecins n'existeraient pas aujourd'hui. Donc, c'est important. Je suis heureux que vous m'en remerciez, pas pour mon écho, mais parce qu'on fait des progrès sur la santé, c'est important. Et que, voilà, le président de la République a dit aussi de trouver des solutions adaptées au territoire. Je pense que nous avons trouvé la solution adaptée au territoire. Et je pense aussi aux médecins que je remercie. Alors, je pense à tous ceux qui sont là depuis longtemps, parce que finalement, après, on oublie d'en parler, et les personnels soignants. Mais je pense aussi aux 6 ou 7 médecins que nous avons contractualisés, signés à l'hôpital, parfois titulaires, depuis le début de l'année. Et ça, c'est nouveau aussi. Donc, c'est un autre effet secondaire positif. C'est que les gens ont vu qu'on appelait au secours, qu'on appelait SOS. SOS Médecins a répondu, mais des médecins aussi, ou d'autres personnels soignants décident de s'implanter. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour contrecarrer parfois le manque de soignants. Et puis j'espère que pour ceux qui arrivent à l'hôpital, tout se passe bien et que ceux qui les accueillent et leurs confrères les accueillent dans les meilleures des façons. C'est aussi primordial si on veut qu'ils restent. J'envoie un petit message, comme ça chacun comprendra. Merci Monsieur le maire. Une personne voudrait des détails sur le projet du marché Saint-Arigle. Alors le marché Saint-Arigle héberge actuellement Intersport, pour une partie en sous-sol qui n'appartient pas à la ville, mais à un investisseur privé, avec l'étage. Bon, vous savez que c'est un bâtiment particulier qui est pratiquement aveugle, qu'Intersport doit bouger, doit s'agrandir parce qu'il ne peut pas présenter l'ensemble de son catalogue. Était d'accord pour partir un peu plus loin, mais avec une contrepartie, c'est de monter un magasin restant sur la partie vêtements qu'il présente déjà, mais un peu agrandi en centre-ville, ce qui serait le cas. Et puis donc construisent un nouveau bâtiment dans un petit ensemble commercial supplémentaire, pas très loin de l'aéroport. Donc à partir du moment où les choses vont se faire, nous avons la partie maraîchère, marché. Nous, on est prêt à vendre aussi. On gardera le parking en dessous. Il faut davantage l'utiliser. Encore une fois, les tarifs sont raisonnables. Ils sont ceux des anciens stationnements de surface. Donc nous, on a un projet important qu'on souhaite soutenir. Je sais qu'il y a un autre investisseur intéressé, mais le projet important qu'on souhaite soutenir, voilà, ça s'appelle la place au marché. Ils sont très intéressés. Ils ont ouvert au Havre il n'y a pas longtemps. Vous retrouvez ça dans beaucoup de villes. Ça marche très bien. Ça permet des métiers de bouche d'être présents, de vendre pour emporter ou de vendre pour consommer sur place en apéritif ou en dîner, etc. Et on pourrait utiliser les terrasses aux abords. Je rappelle que la partie qui passe devant le marché Saint-Arigle, que la borne soit ouverte ou fermée, on va changer ces dispositifs-là dans le cadre du réaménagement du centre-ville d'ailleurs, que la borne soit ouverte ou fermée, c'est sens interdit aussi, hein. C'est pas un lieu pour passer, donc on verbalisera si il le faut. Et donc franchement, ça peut être un beau projet d'ailleurs qui intéresse certains commerces de bouche à proximité pour aussi investir le lieu, et ça redeviendrait quelque part le marché Saint-Arigle que les plus anciens d'entre nous ont connu, et vraiment un outil de redynamisation depuis le sud de la zone commerçante. Alors, on nous pose une question par rapport aux locaux des Restos du Cœur. Ils devaient déménager, mais la mairie a-t-elle des locaux pour eux? Je sais qu'on est en lien avec eux. Ce qu'on leur propose apparemment ne convient pas. Donc voilà, je ne peux pas inventer les locaux que je n'ai pas. À un moment, ils voulaient construire. Ils avaient des budgets, je crois, en partie nationaux. Il y avait plusieurs pistes. Donc voilà, je n'en sais pas plus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution définitive qui ait été trouvée. Mais en tout cas, nous, on fait tous les efforts du monde par rapport à ce qu'on a. Et on ne peut pas inventer ce qu'on n'a pas. Mais évidemment qu'on est attentif à leurs besoins, comme la banque alimentaire, par exemple. Alors, une dame, concernant le stationnement, toujours dans le stationnement, je croyais que les trottoirs devaient être praticables en toute sécurité à tout moment. Une fois de plus, le stationnement des véhicules est autorisé et les piétons et autres doivent changer de trottoir. Alors, on parle dans quelle rue? Alors, la rue n'est pas précisée, malheureusement, oui. Si l'internaute pouvait le préciser. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, on n'était pas élu. Beaucoup de trottoirs, le stationnement était à cheval, ce qui était d'ailleurs risqué pour les pneus des voitures. Pensez à la rue Gambetta par exemple, ou à d'autres rues. Aujourd'hui, on a été obligé d'en refaire rue de Rémini, si je ne me trompe pas, dans le Haut, parce qu'effectivement, on avait supprimé du stationnement ailleurs, et c'était aussi pour aider les riverains, mais ce n'est pas forcément voulu ad vitam aeternam.
Je rappelle que c'est une rue qu'on requalifiera sur la phase 2 du projet de rénovation de centre-ville. Et d'ailleurs, on a besoin de vos suggestions. Est-ce que c'est une rue commerçante? Est-ce qu'on fait une rue style rue Saint-Martin, de partage, avec priorité, je le rappelle, aux piétons et aux cycles? Et je le rappelle aussi, parce que souvent les gens me disent, je ne sais pas, il n'y a pas de passage piéton, parce que c'est toute la rue qui a un passage piéton. Quand priorité est au piéton, le piéton, il traverse où il veut, comme il veut. Le vélo, il peut aller dans tous les sens aussi. Évidemment, à chacun aussi d'être prudent et de ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est ça la règle. Et peut-être que ça peut être le sort de la rue de Rémilly, où on ferait un peu place nette au stationnement, tout en tenant compte aussi des besoins des riverains. C'est ça aussi, mener la politique d'une ville. C'est parfois des intérêts, je dirais pas contradictoires, mais complémentaires, et d'essayer de penser à tout le monde. Donc voilà, moi je suis aujourd'hui, la discussion est ouverte, envoyez-nous vos idées, vos suggestions. Par contre, là où il y a eu du stationnement sur le trottoir, et c'est dans beaucoup moins d'endroits qu'avant, et nous on va essayer à terme de le supprimer, normalement il doit y avoir un passage prévu pour les PMR ou pour les poussettes ou autres. Donc moi j'ai fait le constat encore l'autre jour dans ma rue qu'une voiture était garée peut-être devant son portail, et ça je veux bien être conciliant là-dessus, ça évite de prendre une place à un autre, mais complètement en diagonale sur le trottoir, à tel point que même un piéton ne pouvait même pas passer. Donc j'ai fait notifier un avertissement que c'était la dernière fois. Mais voilà, c'est la révélation que les gens n'arrivent pas à penser aux autres. Donc même si on peut se garer à cheval sur le trottoir, vérifiez que vous pouvez bien laisser passer les piétons ou les piétons avec une plus grande largeur quand ils sont en PMR ou en poussette. Mais signaler l'endroit, et si ce n'est pas respecté, on ira faire un tour. Alors la dame précise que c'est dans le quartier du Bois d'Ardennais. Oui, voilà. Je vois où c'est, mais on ne dit rien en stationnement. Bon, écoutez, on va saisir l'élu à la mobilité et au stationnement Bertrand Couturier ou la police municipale Interco se rendre sur place pour faire un constat et voir les mesures à prendre. Vous avez des gens qui vous remercient pour le skatepark. Alors on peut peut-être dire un petit mot sur... Pourquoi ils me remercient pour le skatepark? Ils ne savent pas encore la bonne nouvelle. Mais je pense qu'ils étaient à un café-change il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai peut-être parlé. Ouais. Vous en avez parlé. Trop vite. Non, mais j'ai rien à cacher. On peut afficher quelque chose là, que j'ai demandé? Je suis sûr que vous pouvez le faire là, à la technique, Yuri. On va vous afficher la preuve formelle. Non? Ça y est, vous allez le voir normalement sur l'écran. Nous, c'est en ligne. En tout cas, on voit une affiche d'un permis de construire. Ah bon, ben je vois rien. Alors, je vous fais confiance. J'attendais le retour. Je me disais, c'est encore plus long qu'annoncer le président de la République aux prochaines élections. Mais oui, la bonne nouvelle, ça y est, on est parti sur le skatepark. Et je ne dis pas qu'on n'était pas parti. Nous, on était parti depuis longtemps. Il y avait une révision de l'accord de départ de l'architecte des bâtiments de France. Et je le remercie d'avoir accepté de renoncer au recours éventuel qu'il envisageait de faire et d'accepter ses travaux. Donc, le permis de construire, apparemment, vous l'avez vu. Enfin, je ne sais pas. On me dit que si. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais l'essentiel, c'est que vous le voyez. Donc, c'est parti. Début des travaux, été 2023, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Fin des travaux, fin 2023. Donc, oui, vous aurez un nouveau skatepark cette année. Je précise que pour une fois, mais j'assume quand c'est l'inverse, nous ne gênerons pas la circulation boulevard Pierre de Coubertin et on réaménagera un peu les abords plus tard quand on le refera. C'est un projet implicatif dans lequel on a consacré beaucoup d'échanges, notamment avec des personnes expertes dans les sports de glisse, les clubs, les compétiteurs, les commerces. Ça sera une structure pour tous les niveaux de skate, donc des plus petits aux plus grands. C'est pour ça qu'on a voulu le faire aussi à proximité du centre-ville, pour pas que ça génère des inquiétudes sur la sécurité, à proximité de caméras vidéo. Et puis, pour ce skate, ce skatepark, on l'a défini de nature à pouvoir accueillir des compétitions régionales et même nationales pour les jeunes. Voilà, donc merci de nous remercier. Merci notamment à Soufiane Saouli d'avoir porté ce projet en continuité. Et ça a pris du temps, mais des fois, ça vaut le coup d'attendre un peu. Comme ça, on aura construit quelque chose que vous attendez et qui corresponde à vos besoins. Alors, je suis désolé pour celui qui me parlait tout le temps du skatepark à chaque... il ne pourra plus le faire. Il va retrouver un autre sujet. Bon, il y en a. Alors, on a une personne qui nous demande... Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi les associations doivent à présent payer le prêt des salles municipales? Un seul prêt de salle gratuit par an pour des associations qui, pour certaines, n'ont pas de locaux et qui en ont besoin pour se réunir régulièrement, pour s'organiser et faire vivre le tissu associatif neversois.
alors qu'avant, elles pouvaient faire des demandes de prêts gratuitement et que ça se valorise. Voilà. Oui, alors je suis surpris que cette question vienne maintenant, parce que ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'on a voté ça, voire plusieurs années. Bah pourquoi? Parce que la gratuité, ça n'existe pas, il y a toujours un payeur, et que la ville de Nevers, elle arrive à saturation. La ville de Nevers a des charges de centralité considérables, j'en reparlerai à mes collègues maires des autres communes, au moins 2 millions d'euros par an. C'est-à-dire que nous payons pour les autres communes 2 millions par an, parce que nous avons des charges de centralité. Donc, il faut un rééquilibrage qu'on va essayer de faire tranquillement. Mais c'est plus possible. C'est plus possible. Et la seule ville qui est obligée d'augmenter ses impôts pour faire face à son budget, ses projets, c'est Nevers. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on est saturé de toutes ces charges qui apparaissent anodines et que vous appelez de la gratuité. Mais la gratuité, ça n'existe pas, ce concept. C'est qui prend en charge. Dans le domaine des collectivités, qui prend en charge, c'est soit nos impôts, avec un niveau étatique par des subventions de l'État, ou soit par des finances propres des collectivités, soit ce qu'on paye en redevance d'usage, par exemple un ticket de bus. Ticket de bus, grosso modo, pour équilibrer le coût, il faudrait 8 euros. Vous le payez 1,35 €. Donc l'usager paye 1,35 € et le contribuable, c'est-à-dire tous ceux qui payent des impôts, payent la différence. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de choses qui ne sont pas payées ou financées par quelque chose. Nous sommes très généreux au niveau de la gratuité, au niveau des tarifs qui sont très bas, même si l'opposition dit le contraire. Les tarifs sont plus bas que dans toutes les autres villes de même dimension. Donc la ville continue de faire des efforts pour aider les autres. Mais quand je vois des commentaires, parce que j'ai une association, j'ai droit et je ne dois rien payer, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai été longtemps responsable associatif, président des structures, eh ben, on se débrouille aussi par nous-mêmes, on allait chercher de l'argent par nous-mêmes. Et ce n'est pas pour ça que la ville ou l'agglomération ne seront pas aux côtés des structures qui portent des projets intéressants pour le territoire, pour les habitants. Mais ce n'est pas automatique, rien n'est automatique. On l'a toujours revendiqué depuis 2014, avec beaucoup de mauvaises habitudes. Et de la distribution politique des subventions, c'est fini. Nous, on essaye de faire de la distribution en fonction de nos moyens. Hein, c'est comme un porte-monnaie d'une commune, c'est comme le vôtre. Si vous avez beaucoup dedans, vous pouvez être plus généreux vers les autres. Si vous avez moins, vous pouvez l'être moins. Et nous, on doit mener nos politiques publiques. Ce n'est pas les associations qui vont le faire à notre place. Parfois, elles prolongent une mission de service public en fonction de ce qu'elles portent dans l'insertion, par exemple, ou dans l'action sociale. Donc, voilà, nous avons décidé aussi cette année, et nous aurions pu faire autrement pour nous aider à équilibrer le budget, de baisser les subventions des associations. On les a maintenues. Et quand je dis maintenues, c'est au global, parce que parfois certaines ont un peu plus, certaines ont un tout petit peu moins, c'est une moyenne. Mais on n'a pas fait du soutien associatif un curseur pour l'équilibre de notre budget, ce qui aurait pu être plus simple pour nous. Donc voilà, c'est une façon de démontrer notre soutien. Maintenant, les salles. Les salles, elles sont en gestion de la ville. La ville paye parfois des impôts dessus. La ville paye parfois les fluides dessus. Tout ça, c'est vous tous. C'est nos impôts qui payent ça. Et au bout d'un moment, nos impôts, ils ont une limite. Donc, c'est pareil pour le Centre Expo, qui a quasiment aucune recette. Ce qui explique peut-être son non-entretien depuis des décennies. Hein. Donc, demain, c'est comme le théâtre, il faut qu'il y ait des recettes pour qu'il puisse être entretenu. Demain, le Centre Expo, la gratuité que vous évoquez, elle ne sera plus là. Je vous le dis franchement, elle ne sera plus là. C'est pas possible. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est que c'est impossible ou ça serait irresponsable que de le faire. Parce que nouvel équipement, un investissement pour le long terme, mais il est nécessaire aussi pour le développement de notre territoire, mais il faut aussi les moyens pour l'entretenir chaque année. Donc il faut aussi des rentrées. Pour qu'il y ait des dépenses, il faut des recettes, même pour une collectivité. Après, ça ne veut pas dire qu'on va assassiner tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aménager des choses. Ça ne veut pas dire que parfois on ne fera pas à titre dérogatoire des gratuités parce que ça le justifie ou parce que la structure n'a pas l'opportunité de régler alors que le projet peut être intéressant. Donc voilà, encore une fois, il faut de la souplesse dans les choses. Mais la règle, on ne paye rien, ça conduira à la faillite de la ville. Ça conduira à la faillite de la ville et ceux qui vous disent autre chose se trompent. Donc aujourd'hui, nous, on essaye d'être accompagnateurs, d'être accompagnants, d'être généreux dans la mesure de nos moyens avec les autres, mais aussi de faire rentrer des recettes pour que dans 10, 15, 20 ans, on ne nous dise pas ils ont lancé un truc et ils n'ont pas pensé comment l'entretenir. C'est aussi ça la responsabilité politique. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les associations de droit, si je ne me trompe pas, à une assemblée générale par an, avec une prise en charge de la ville, donc pas de gratuité, un coût que va payer la ville. Pendant que l'assemblée générale se tient, la lumière va fonctionner, d'autres choses vont fonctionner, ou le chauffage l'hiver, qui paye la ville, donc nos impôts. Donc voilà, c'est une question d'équité, de répartition des charges entre tous de façon la plus égale et équitable possible. Après, encore une fois, on n'est pas hostile à certaines dérogations en fonction d'un événement.
Mais moi, je ne sais pas, quand je présidais l'association, je ne demandais quasiment pas de salle de la ville et on se débrouillait aussi entre les membres. Je rappelle qu'une association, c'est une autonomie. Ceux qui créent des associations en disant bah, c'est la ville qui va tout payer se trompent. Et la loi de 1901, c'est l'autonomie de fonctionnement d'une structure. Donc si c'est juste pour faire ce qu'on fait à notre place, on peut le faire nous-mêmes. C'est pour aider, c'est pour compléter les politiques publiques de la ville et porter un projet qui vous est propre et qu'on n'a pas à juger. Par contre, parfois, on pourra être en soutien matériel, financier, humain, les trois, je ne sais pas. Mais sur le fonctionnement des salles, ça n'était plus possible. C'est pas ces gratuités, c'est coûts pour la ville. Parce que ce sont des coûts pour la ville, ce que vous appelez une gratuité. C'est pas qu'on veut pas, mais au bout d'un moment, ça ne tient plus. Mais rediscutez-en très précisément avec vos élus référents dans le domaine dans lequel vous êtes, et on aura toujours des solutions à trouver. C'est pas de vous embêter, c'est de veiller à l'avenir de notre collectivité. Très bien, merci Monsieur le maire. Alors une dame nous dit sur Twitter, la ville de Nevers est beaucoup épinglée par la France moche et dit que Nevers est moche. Je suis perplexe, dit-elle. Moi aussi, parce que moi je trouve Nevers très beau, mais je suis amoureux de ma ville, donc je ne suis pas objectif. Mais franchement, vous voyez, on vient d'accueillir un ancien ministre de l'écologie, François Drugy, qui connaissait peu Nevers. Il est emballé par notre ville. Et nous avons... Ce n'est pas le cas de tout le monde, des fois je parle des gens. Mais nous, notre ville, eh bien, gagne à être connue, comme on dit. Et donc venez la voir, venez la visiter, faites venir du monde, vos amis, votre famille. Non, c'est pas vrai. Franchement, Nevers est une très belle ville. Et c'est pas parce que j'en suis maire, elle était déjà une très belle ville avant. Je n'évoquerai pas le nom d'entretien du patrimoine historique qui la rendait un peu moins belle, ça c'est clair. Et nous avons pris nos responsabilités là-dessus. Le patrimoine municipal en général, le culturel. Je rappelle qu'on a rénové les 3 équipements culturels en quasiment un mandat. C'est une performance. Et il y a encore les équipements sportifs que je n'oublie pas. Peut-être une piste, pour la piste du stade d'ailleurs, sans faire de jeu de mots, de la barrage. Je sais que c'est très attendu et on se démène là-dessus pour pouvoir le faire. Mais voilà, plus sérieusement, c'est pas possible de dire que Nevers n'est pas une belle ville. Marguerite Duras l'a dit, d'autres l'ont dit. D'autres écrivains locaux, moins locaux, l'ont écrit dans des livres, ont été filmés. Si notre ville est choisie de plus en plus sur le cinéma, c'est aussi parce qu'elle présente un intérêt et du charme. 2e patrimoine historique de Bourgogne après Dijon, patrimoine naturel exceptionnel. Toutes les villes médianes de notre taille n'ont pas un fleuve qui l'aborde. Et comme je le dis, on retourne notre ville sur le fleuve, on essaye de faire venir le fleuve dans notre ville au sens figuré, bien évidemment. Donc franchement, entre la nature accessible, les forêts, à 10 minutes d'ici, la réhabilitation que nous menons à proximité de la Loire ou ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ces propos. Et preuve en est, alors je sais que certains vont hurler, parce qu'Airbnb n'a pas toutes les qualités, mais autant dans les villes saturées, je comprends que ça gêne la location de l'habitat classique, on a un peu de marge. On évoquait tout à l'heure rue de la Barre, rue du 14 juillet, si certains assumaient leur rôle de propriétaire et rénovaient, on pourrait monter un peu en gamme et en qualité de logement qui ne trouve pas parfois preneur. Mais vous le savez, nous l'avons publié et nous l'assumons, nous sommes la 3e ville la plus recherchée sur la plateforme Airbnb en France pour l'été 2023. C'est un fait, c'est pas par hasard. Et je doute que la majorité des gens, ils ont envie d'aller dans une ville moche. Donc je pense que c'est la meilleure des réponses que je puisse faire à ce que cette personne a remarqué. Je ne dis pas qu'elle le dit, hein. Elle le conteste, elle a bien raison, et je le conteste avec elle. Et évidemment, Nevers est une très belle ville. On n'est pas mieux que les autres, on n'est pas pire que les autres, on a beaucoup d'atouts, à nous de les valoriser, et il appartient aux habitants en premier lieu de la valoriser, non pas de la dénigrer. C'est comme ça qu'on continuera à reprendre des couleurs. Nous avons une ville formidable, on essaye en plus de l'embellir, que ce soit par la végétation, la végétalisation, le renouvellement urbain, les nouveaux quartiers, et puis le respect du patrimoine historique, qui pour moi est incompréhensible qu'il ait été oublié avant. Ça n'est pas de la politique de telle ou telle tendance, c'est simplement du bon sens. Donc non, Nevers n'est pas une ville moche. Après, j'ai envie de vous dire, si certains le disent, j'invite les gens à le vérifier par eux-mêmes. On aura beaucoup plus de monde qui vont le contester encore. Merci, monsieur le maire. Alors, une personne nous dit à quand une carte pour le bus, train, inclus au tarif unique, comme dans un pays d'Europe? C'est le cas, hein, sur l'agglomération, vous avez le ticket unique depuis très longtemps, ça devient la mode et ça devient... J'ai été reçu l'autre jour
au quartier de la Défense, pas au ministère de la Défense, quartier de la Défense par l'Agence de l'innovation des transports, où on travaille beaucoup le covoiturage, y compris pour aider ceux qui pourront plus prendre le train à partir de cet été, notamment les étudiants, mais pas que, pour essayer de leur proposer du covoiturage organisé sur Dijon. Nous sommes très sous-utilisateurs du covoiturage. J'ai eu les chiffres de la Nièvre et de Nevers. C'est très faible, même entre des villes, entre Nevers et Bourges. Je crois qu'il y a eu un covoiturage officiel. Alors, les covoiturages amicaux, hein, ce n'est pas de cela dont je parle, mais à part Nevers-Côte, je crois que c'est celui où il y a le plus, mais on est sur 2 petites mains ou 3 petites mains, ça va pas très loin, donc il faut qu'on fasse des progrès là-dessus. Alors du coup, je ne sais plus si c'était pour le ticket unique. Écoutez, vous avez le ticket unique qui vous permet de prendre des transports de l'agglomération et le train sur les communes qui va jusqu'aux communes de l'agglomération. Je pense par exemple à Pouglézo. Donc là-dessus, on n'est pas en retard. Après, il y a de l'intermodalité. Moi, j'attends que la région la développe. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup le cas. Et entre les bus de la région, interrégion et Nevers, agglomération. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a des personnes aussi qui remercient pour l'Ussonne. Voilà, Nevers, Rugby et les commerces qui sont autour, une bonne chose pour la ville. Plus de pubs pour... Plus de pubs De pub ou de pub Pardon, plus de pubs pour le théâtre. Bon, alors, merci de nous remercier encore. Vous avez remarqué que je n'ai pas joué le dernier match, hein, ni les autres d'avant d'ailleurs. Mais évidemment qu'on est en soutien de l'Ussonne, on est à un moment charnière. Il va falloir aussi qu'il y ait plus d'investissement de la région sur le centre de formation. Nous devons devenir un centre de formation régional. Donc on est en échange avec le vice-président de la région au sport, Willy Bourgeois. Nous sommes le seul club professionnel de Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi la région qui a un des leviers. Et comme elle a fait des économies en n'investissant rien depuis le mois de janvier, j'attends de la région une réponse à la hauteur pour notre club. Parce que vu ce que met effectivement Régis Dumans et sa famille, les collectivités doivent être à la hauteur. La ville et l'agglo essaieront de faire le maximum, mais on leur limite, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, la région a un budget plus conséquent pour aider les territoires les plus fragiles en priorité, comme ça a été dit en début de mandat. Je compte sur elle et pas que moi. Donc, ouais, une très belle saison de rugby, contrairement à ce que j'ai dit, et j'ai lu une fois ou deux, hein, la majorité soutient le club. Il n'y en a que pour le rugby. Non, il n'y en a pas que pour le rugby. On met aussi beaucoup dans les autres clubs plus amateurs, en soutien, quels que soient les partenaires financiers, régions, départements, intercommunalités ou communes. Donc il n'y a pas que le rugby dans la vie, il n'y a pas que le rugby à Nevers, mais il y a aussi beaucoup le rugby chez nous, qui est une formidable image de marque et franchement un beau parcours avec une construction. On verra jusqu'où on ira, mais en tout cas, dans le haut du tableau de la Pro D2 tous les ans, c'est quand même à souligner et ce n'était pas écrit d'avance. Plus de pubs. Plus de pubs, ça j'en sais rien, peut-être, il y a plus d'étudiants, il y a plus de gens qu'on soif l'été. Moi, chacun prend ses responsabilités, je ne vais pas ouvrir de pub, il y en a déjà certains, en tout cas des établissements. Et puis plus de pubs pour le théâtre, bah écoutez, faites-le. Allez sur Nevers Agglo dans ma poche. Je suis sûr qu'en face de moi, vous me regardez, vous n'avez pas téléchargé Nevers Agglo dans ma poche. C'est gratuit, ça prend 15 secondes, et vous avez accès à tout, y compris au programme du théâtre. Et ça, c'est aussi de la pub que je fais, pas que pour le théâtre, mais pour tout. Et vous allez voir qu'on va dynamiser Nevers Agglo dans ma poche. Vous pouvez aller sur le site du théâtre directement, mais vous trouverez le théâtre dans Nevers Agglo dans ma poche. On fait des campagnes de com, y compris dans les villes proches comme Bourges et Moulins, et c'est réciproque de tous les côtés. Mais voilà, la communication, vous allez voir, je vais vous dire très franchement, la saison culturelle, on va la décaler. D'habitude, je l'annonce au mois de juin. On la fera une belle présentation théâtre, comme Jean-Luc Revol fait à la Maison de la Culture. C'est pas pour le doubler, mais c'est parce que je trouve que c'est bien. Et donc, comme on est sur une saison qui commencera en octobre, on vous présentera le bilan. Nous sommes un théâtre, je crois, avec 85% de fréquentation. C'est remarquable. Avec des variétés de propositions de spectacles, souvent de voix. Et donc, cette année, beaucoup de surprises, de belles surprises, y compris le lancement du Festival de l'humour, mais je vous en dis pas plus. Donc, présentation de la saison culturelle et notamment du théâtre au mois de septembre. Si on peut me dire la date, je ne m'en rappelle plus. Sinon, on vous l'indiquera. Et on va vous présenter dans quelques jours la saison de l'été, puisqu'on commence l'été, la saison du théâtre, et notamment dans les jardins du musée, avec un certain nombre de spectacles cet été. Donc, on vous le présentera sous forme de vidéo courant du mois de juin. Et donc, écoutez, les premiers publicitaires du théâtre, ce sont ceux qui y vont. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion. Et puis, on a peut-être un projet de création avec un acteur, comme on dit, moliérisé, qui viendrait faire sa création à Nevers et la remontrer à Paris plutôt que l'inverse. Donc, vous voyez qu'on a des projets de développement de tout ce qui peut se faire au théâtre importants.
autre question. À quand des projections sur les monuments historiques de Nevers les soirs d'été, comme à Moulins ou d'autres villes? Nevers et ses monuments méritent bien cela. C'est une bonne suggestion et on y travaille, c'était dans notre projet. Alors, il y a soit le mapping, mais ça coûte très cher, il faut écrire une histoire, un scénario, trouver des acteurs avec des voix, etc. Et c'est un budget colossal. On travaillait aussi sur, peut-être dans l'esprit, un spectacle son et lumière. Alors peut-être que ça s'appelle ça à l'ancienne et que c'est les mappings ou les projections, autour de l'épée, puisqu'on est évidemment la botte de Nevers, on est ville de cap et d'épée, on est terre de jeu aussi pour l'escrime. Mais c'était un projet qu'on portait avec Bertrand Tavernier qui malheureusement est décédé, donc pour l'instant c'est mis en stand-by. Après il y aurait effectivement des solutions moins coûteuses de projection, sans forcément raconter toute une histoire, mais mise en valeur. Alors, vous verrez qu'on va mettre en valeur prochainement les appuis de fenêtres de l'hôtel de ville, je vous rassure, de façon très sobre, avec des lettres qui consomment quasiment rien. Mais comme c'est déjà fait parfois place de la République, donc c'est une autre façon, hein, mais entre la cathédrale, l'hôtel de ville, le palais ducal, le théâtre, rien que sur ce périmètre-là, on pourrait faire beaucoup de choses. Je vous le dis, ce qui nous manque un peu, parfois c'est les sous. Donc on essaye aussi de trouver des mécènes, de plus en plus d'ailleurs, pour nous aider. Et je sais que d'autres communes y sont arrivées parce qu'ils ont été aidés par des fonds privés. Donc n'hésitez pas, si jamais vous en avez la possibilité, on est à votre disposition pour vous proposer ce mécénat. Mais voilà, même au-delà de ça, il faut qu'on arrive à budgéter ça. Je suis d'accord avec vous, ça serait assez logique, une mise en valeur par la lumière ou par une histoire de nos bâtiments, monuments. Très bien. Un petit mot pour peut-être un été à Nevers et dans l'agglo? Oui, c'est bientôt, même si la température peine à augmenter, mais les risques de sécheresse étant puissants, on va profiter du temps où elle n'est pas là. Un été à Nevers et dans l'agglo. On va innover cette année, puisque la ville de Nevers et Nevers Agglomération présenteront un programme commun, y compris toutes les 13 communes pour l'instant de Nevers Agglomération. C'est en train d'être travaillé par les services de l'événementiel et l'Office du tourisme. C'est ça aussi qui est nouveau. On vous proposera un calendrier complet de toutes les activités sur le territoire, de toutes les animations, pour passer un été à Nevers et dans l'agglomération. Et vous verrez que si vous aviez envie de partir, vous n'en aurez plus envie parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire autrement. Très bien, merci Monsieur le maire. Je vous propose qu'on annonce les grandes dates à venir pour cet été. On peut. Alors, elles s'affichent, je crois, sur l'écran. Oui, elles vont s'afficher pour vous. Voilà, vous allez avoir un... Voilà. Alors, 24 mai, je vais essayer de recommencer un « J'ai rendez-vous chez vous ». Voilà, je m'invite chez vous, je vous rencontre en toute simplicité. On échange le temps dont vous disposez sur les sujets que vous souhaitez. On sera sur le quartier de la Grande Pâture et je serai accompagné de Mamadou Sangaré, adjoint de ce quartier. Le 26 mai, venez courir à Nevers. Les courses enfants, les 5, 10 et 20 km, je crois, départ 19h30. Avec des animations aussi, donc n'hésitez pas à être présent. Le 3 juin, vous retrouverez la fête foraine au parc Salingros jusqu'au 18 juin. Et puis c'est le week-end, je crois, les 3 et 4 juin, du Salon du Livre au Palais Ducal. Il en faut pour tout le monde. Le 8 juin, je vous retrouverai en café-change, orienté cette fois centre-ville, au bar-restaurant Le Métro. Le 23 juin, venez nombreux, c'est le compte-rendu de mi-mandat, déjà. Et l'objectif, c'est de vous présenter de façon dynamique ce qu'on a fait, notamment l'an passé, et ce qu'on va faire sur le reste du mandat dans les grands projets, et partager un temps de convivialité entre nous, et répondre aussi à vos questions, comme je le fais à distance, mais là, plus en direct. Donc venez nombreux, et ça sera au théâtre municipal de Nevers à 19h30. Donc notez-le sur vos tablettes, compte rendu de mi-mandat, le 23 juin, ça sera 2 jours après la fête de la musique, où vous serez nombreux dans les rues. Et donc, vous voyez, on ne va pas se quitter. Je rappelle que le matin, on inaugurera la place Messé et les travaux du Grand Monarque. Le 24 juin, ça sera un peu plus sérieux. Ça sera le conseil communautaire à 9h, que vous retrouverez aussi sur la page de Facebook de Nevers Agglomération. Et puis le 27 juin, on enchaînera avec le conseil municipal à 18h30, pareil, que vous pourrez suivre sur la page Facebook de la ville de Nevers. Il y a le 25 aussi, oui. Oui, c'est vrai. Pas dans vos notes. J'ai oublié quelque chose d'important et nouveau. Et quelque chose qu'on a reporté, et on a bien fait vu les conditions climatiques. Ça sera la course de caisse à savon. 2e manche de notre championnat sur Nevers Agglomération. Je rappelle que la première s'est tenue à Coulanger-Nevers
samedi dernier, que j'ai eu l'honneur de piloter la caisse à savon de Nevers Agglomération. On en voit l'image, classée 5e, je crois, sur 42. Donc voilà. Et donc, nous allons poursuivre ce championnat avec celle à Nevers, départ place Saint-Laurent, dans le haut de la place Saint-Laurent, arrivée place Mossé. On va tout faire pour que vous ne tombiez pas dans la Loire, promis. Et puis, début octobre, je ne sais plus exactement le jour, pour la fête du sabot, je crois que c'est le 1er octobre, Chaluis. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose de très populaire dans le bon sens du terme, c'est quelque chose qui attire, c'est quelque chose d'assez ludique. Et puis c'est de la performance aussi dans la bonne humeur. Donc venez soit piloter si vous êtes inscrit, ou venez encourager les caisses à savon et leurs pilotes. Il y a toujours un côté inventif dans ce qui vous est montré, et puis un côté sympathique et dans la bonne humeur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Je crois que vous n'avez plus de questions. C'était assez complet. J'ai oublié quelque chose. On me fait signe que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais quoi. C'est tout dit. C'est tout dit. Sinon, je vais redire et on va croire que j'ai trop pris d'âge en radotant trop souvent. Donc, je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Merci aux équipes que vous ne voyez pas de la communication et technique et de mon cabinet. On vous retrouvera à un prochain Facebook Live. Je ne peux pas vous dire quand parce que je ne le sais pas moi-même. On vous proposera la date, on la mettra sur les réseaux. Merci d'avoir été là ou merci de nous regarder en replay parce qu'il y a ça aussi et les séquences que vous le souhaitez. Je vous souhaite un beau week-end de l'Ascension, que vous restiez à Nevers ou que vous partiez un peu ailleurs en France. C'est des moments de respiration pour ceux qui le peuvent. Bon courage à ceux qui travaillent et qui ont d'autres contraintes. Et puis on se retrouve bientôt d'une façon ou d'une autre et toujours dans l'intérêt de notre ville et de notre agglomération. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.